Vous écoutez le grand débat, issu de l'épisode S1109 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 13 novembre 2025. Cette émission vous est présentée par Lumix, acteur clé de l'alliance L-Mount avec 8 partenaires et plus de 160 objectifs natifs pour créer sans compromis. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec Mathieu Lepage de la boutique spécialisée Camara de La Roche-sur-Yon et le journaliste spécialisé Jean-Nicolas Léhec du magazine en ligne Phototrain pour notre grande sélection des meilleures optiques de l'année 2025. Alors comme chaque année et avant de commencer, je vous propose que l'on fasse un petit point sur les nouveautés et tendances qui ont vu le jour en 2025. Cette année, j'ai dénombré plus de 30 nouvelles optiques chez l'ensemble des grands constructeurs, avec toujours parmi les principales tendances le développement des gammes, comme par exemple la série L f1.4 VCM de chez Canon, qui a vu arriver un 20 mm et un 85 mm, des renouvellements d'optiques, comme par exemple le nouveau 24-70 f2.8 S2 de chez Nikon, ou encore le 35 mm f1.2 DG Art de chez Sigma, l'arrivée de nouvelles optiques encore jamais vues auparavant, comme le 135 mm f1.8 Art toujours chez Sigma, le Sony 50-150 mm f2 constant G Master ou encore le 50-200 mm f2.8 constant chez OM Digital Solutions. On a aussi l'arrivée des zooms de voyage ultra polyvalents en APS-C et en full frame, aussi bien chez Sigma que chez Tamron. On a vu le développement des gammes APS-C chez Nikon et Sigma, avec par exemple le nouveau 1650 f2.8 constant VR de Nikkor ou le 1740 f1.8 constant Art de chez Sigma. Et enfin, on a toujours le développement vitesse grand V et la montée en gamme surtout des opticiens chinois comme Viltrox, Laowa ou encore Sirui. Alors pour commencer, messieurs, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont particulièrement marqué cette année chez les grands constructeurs? Et je vais commencer par donner la parole à Jean-Nicolas. Alors, clairement, le marché optique, il est en pleine forme, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Et au-delà de tout ce que tu as déjà dit, qui est particulièrement pertinent, en fait, il y a beaucoup d'optiques à la fois en entrée de gamme qui se développent avec les constructeurs, on va dire tiers, qui sont clairement d'embuscade et dont les ambitions sont particulièrement grandes, avec des optiques soit qui sont très compactes, soit des optiques qui sont au contraire extrêmement lumineuses avec des ouvertures à f1.2 et sans pour autant être trop onéreuses. Et de l'autre côté, sur le haut de gamme, voire le très haut de gamme, on a des prouesses optiques qui avant soit étaient extrêmement chères, soit pesaient un âne mort, soit les deux. Bah maintenant, c'est plus le cas. Et en fait, il y a une tendance qui est plus lourde, qui est très très intéressante à observer, c'est que les formules optiques en fait, ont beaucoup évolué au cours de ces 10-20 dernières années. Et en fait, maintenant, avec le développement des optiques, et notamment avec le développement de nouvelles techniques pour le moulage des optiques asphériques, on arrive à produire justement des formes optiques plus complexes, mais avec des matériaux plus légers, moins onéreux, ce qui fait qu'on a de bien meilleures performances optiques au centre, mais surtout sur les bords et avec des très grandes ouvertures, sans avoir besoin d'aller dans des budgets trop salés. Et ça, pour le photographe, c'est extrêmement bénéfique, et ça explique notamment pourquoi est-ce que certains constructeurs tiers, par exemple Viltrox, mais aussi par exemple Samyang, avec son partenaire avec Schneider Kreuznach, et aussi bien évidemment Tamron, réussissent à proposer des optiques qui sont extrêmement qualitatives et sans qu'on aille dans des budgets trop démesurés. Et ça, c'est hyper cool, clairement. Et puis ça peut inciter des gens à basculer vers l'hybride, puisqu'il y en a Bien sûr. beaucoup qui ne l'ont pas encore fait. C'est quelque chose que tu vas constater, toi, peut-être en Mmh. magasin. Il y a des optiques qui t'ont particulièrement impressionné cette année parmi les nouveautés? Moi, ce qui m'a le plus impressionné, c'est juste la surprise du 300-600 f4 Sigma, que lui, j'ai vraiment pas vu venir. Et Qui puis est toujours après, pas disponible, hein, je crois. disponibilité compliquée. Mais même après, je rejoins ce que dit Jean-Nicolas, c'est ambitieux ce qu'on a ces derniers temps. Après, je comprends aussi que le marché, je prends le point de vue des constructeurs, ils vont tous vers le plein format, le plein format, le plein format. Et en fait, moi, j'aimerais surtout un peu plus d'APS-C. Et surtout, Il y en a ce qui est- plus maintenant quand même. Oui, il y en a plus, mais pour l'instant, ça se mouille pas trop. Mais c'est normal. Après, il faut construire, il faut être intelligent, il faut être malheureusement pour surtout Canon et Nikon, il faut être rentable aussi parce que eux, ils ont plus à jouer qu'autre chose. Mais non, après, je trouve qu'il y a beaucoup d'ambition, il y a beaucoup d'envie de bien faire et ça fait plaisir. On a moins de nanars.
Oui, non, mais c'est vrai. Non, mais T'as raison. Mais il y a beaucoup d'originalité aussi. Tu le pointais. Oui. Enfin, le 50-200, parce que là, tu parles des PC, mais j'ai envie de parler micro 4 tiers. Ah oui, 50-200 f2.8. Si. Oui. Non, C'est mais une optique voilà. qui est assez incroyable. Hein. Si. Mes micro 4 tiers, justement, j'aime. Alors après, bon, on va pas parler de certaines optiques qui sont de banales copies ou rebadgeage, justement. Oui, de parce marque. que par Je trouve rapport à ce c'est que un peu tu dommage. disais, dans ton jardin, par contre, il y a la pierre lancée par Sigma avec un 100-400 pour APS-C qui a exactement la même structure, le même poids, etc. que la version 2436. Et ça, on peut, Oui, on peut non, le mais déplorer. non, voilà, il y a ça qu'il faut prendre en compte. Mais par contre, ouais, là, de OM, là, ce 50-200 est quand même assez bluffant. Là, je l'ai eu en main. C'est un beau jouet. Ah ouais. Mais c'était osé. Après, bon, on n'est jamais. Enfin, on comprend jamais pourquoi cette optique plus qu'une autre. Alors, je parle pas de OM, hein, je parle de toutes les marques. Des fois, on attend des nouvelles versions, des renouvellements, etc. Je ne m'attendais pas à une nouvelle version du 2470 F2 de chez Nikon. Mais ils ont très très bien fait parce qu'au début, quand j'ai vu la nouveauté, je me suis dit, bon, on va le prendre pour voir. Et non, le remplacement était en final vraiment extrêmement intéressant et presque obligatoire au final. Ouais, mais est-ce que justement ça se traduit au comptoir, comme on dit? On voit Nikon qui sort cette seconde version d'un objectif bon, qui est certes incontournable pour de très nombreux photographes et vidéastes, donc des gens qui sont déjà équipés de la première génération, qui n'est pas si vieille que ça quand même. C'est des budgets assez colossaux pour s'équiper avec un objectif comme ça. Est-ce que quand il y a la V2 qui arrive, tu vois une espèce de vague de personnes qui s'empressent de revendre leur V1 et de s'acheter la V2? Alors, ça va dépendre des profils de magasin. Moi, je suis pas dans un profil de magasin où ça va vraiment être la cohue. Moi, je vais avoir un profil de magasin où je vais avoir, oui, 2-3 appels, savoir si je vais l'avoir, et surtout beaucoup pour les essais et la location, parce que c'est ce que je mettrai en avant dans ma boutique. Après, pour avoir d'autres de mes collègues sur des villes un peu plus importantes, ou des villes où même, par exemple, la marque est beaucoup plus passionnée. Par exemple, tu vas avoir une ville comme Pau où les passionnés Nikon sont beaucoup plus présents. Là, oui, là, il y a vraiment cette envie de vouloir Il y a absolument une la nouvelle version. régionalisation des marques. Bien sûr. Oh la Ah vache. si, ça c'est impressionnant. Oh, mais ça, on pourra en parler en off si tu veux, et c'est impressionnant. T'as des marques, c'est vraiment très très par région, ouais. Ok. Nicolas, un petit point sur les opticiens chinois qui continuent toujours de se développer à une vitesse absolument folle. Bon, là, on n'est même plus sur une idée de se dire, OK, maintenant, il y a des objectifs autofocus. Là, maintenant, on a des f1.2, des f1.4 ultra haut de gamme, en focale fixe pour l'instant. Est-ce que ces optiques-là, elles sont au niveau par rapport à ce qu'on peut voir chez les constructeurs natifs ou les constructeurs compatibles? Alors, à caractéristiques équivalentes, Oui, bien sûr. Alors effectivement, les constructeurs chinois sont débordants d'imagination, j'ai envie de dire. Mais pour le coup, ça marche très bien, ça marche très fort. Et si les performances optiques sont au rendez-vous, ce qui est très très souvent le cas, ça donne d'excellents résultats. Là où il peut y avoir éventuellement une petite marge d'amélioration pour l'instant, ça va éventuellement être au niveau de l'autofocus, où c'est pas encore forcément au niveau des optiques natives. Après, je dis ça, mais comme on est sur des focales Tu parles fixes, du bruit de l'autofocus, tu parles de la de fiabilité, réactivité, vraiment réactivité. vraiment. Par exemple, tu passes d'un sujet très proche à un sujet très lointain, notamment basse lumière. Ça va pas forcément être aussi snappy, aussi média, aussi précis que sur des motorisations plus avancées qu'on peut retrouver chez les opticiens, chez les constructeurs natifs. Et donc, de ce point de vue-là, il peut y avoir encore un petit peu une petite marge de progression, mais franchement, c'est assez stupéfiant ce qu'ils parviennent à faire. Et par exemple, il y a une optique que moi j'ai énormément aimée sur le terrain, c'était le Laowa 10 mm f2.8 0D. Je t'ai vu l'utiliser. Ah bah oui. Mais alors celle-là, franchement, j'avais pas beaucoup d'attentes en la matière parce que je me disais 10 mm, c'est presque trop large, ça va être inutilisable et en plus tu vas avoir plein de distorsions malgré les corrections et les performances sur les bords vont pas être ouf et l'autofocus, ouais, bon voilà. Bah non, en fait. En plein format. Hein, en plein format, bien sûr. Et franchement, cette optique, mais je l'ai adoré comme c'est pas permis. Et non seulement l'autofocus marche très bien, la correction des distorsions, justement, est super bonne. Et c'est pas des corrections logicielles, c'est vraiment des corrections optiques. Donc pour le coup, les verticales sur les bords ne sont pas en train de jouer des grandes courbes. Non, c'est vraiment bien droit. Ce qui fait qu'on va pas s'enlacer là où une optique fisheye, on va faire quelques photos au bout d'un moment. Tout à fait. Tout à fait. Et là où aussi une optique, par exemple pour réflexe d'avant, il y avait quand même un peu de distorsion, ou alors ça jouait les tours de piste dès que tu inclinais un peu l'optique. Non, pour le coup, c'est super propre.
propre. La netteté est pleinement au rendez-vous et vraiment j'insiste beaucoup là-dessus, c'est que l'autofocus, moi je l'ai testé en monture Z et en monture E aussi c'est le cas, l'autofocus est très réactif. Je me suis amusé à faire des filets de vélo qui passaient sur le canal Saint-Martin et franchement c'est super snappy. Ça marche super bien. Et la même Vélo chose. électrique ou vélo musculaire Le vélo musculaire, donc ça va On plus vite. s'écarte, Benjamin, on s'écarte. C'est pas la même vitesse, Ah, attention. justement, ça va plus vite en musculaire. Ah oui. J'insiste bien là-dessus. Et je suis partisan du vélo musculaire, c'est pour ça. Et de la même manière, pour le coup, j'ai eu la chance de jouer avec les Viltrox 35 mm 1.2 et 135 1.8 qu'on a vu passer récemment. Vous avez mis des super bonnes notes, hein. 8,7 sur 10 sur le 35 et 9 sur 10 sur le 135 mm. Quasiment la note maximale, mais quoi. c'est Ouais, clair. par contre, c'est gros. Hein. C'est- alors, 135, oui, on est sur un truc assez imposant quand même. Il a un peu dodu parce que c'est un 135 mm et que de toute façon, on ne peut pas faire un 135 mm pour plein format qui fasse seulement 4 cm de long. Mais après, pour ce que c'est en termes de longueur focale et d'ouverture, et qui a la motorisation autofocus, bien évidemment, c'est compact, c'est relativement léger. Moi, j'insiste vraiment beaucoup sur la légèreté, le confort d'utilisation du couple boîtier plus objectif. Et justement, c'est très bien pensé. Et aussi, justement, on parlait tout à l'heure des tendances qu'il y a sur le marché. C'est que les nouvelles conceptions optiques qu'on voit apparaître maintenant, c'est que, notamment sur le téléobjectif, les lentilles sont ramenées à l'arrière, en fait, du fût. Ce qui fait que le poids n'est pas concentré, justement, sur votre bras gauche à l'avant, ce qui engendre beaucoup de fatigue au niveau du bras et au niveau de l'épaule. Là, au contraire, c'est beaucoup plus près du capteur, beaucoup plus près du boîtier. Donc, c'est plus confortable à utiliser plus longtemps sur le terrain. Et ça, tant pour les passionnés que pour les professionnels, c'est justement quelque chose qui est beaucoup mieux qu'avant. Et on a moins ce phénomène du bazooka qui est intransportable et qui est ultra fatigant. Et au bout d'un quart d'heure, on en a déjà marre tellement c'est impossible à utiliser. On s'éloigne de ça, justement, et c'est très, très bénéfique. Ouais, on parle de ces acteurs chinois. Viltrox a été adoubé, hein, puisqu'ils Bien ont sûr. rejoint la Hellmount Alliance. Comment c'est perçu, toi, en magasin, ces marques-là, un petit peu, on va dire, exotiques au départ, qui, quand même, se font une place Alors, au ouais, soleil? justement, ce que tu dis, c'est intéressant, c'est qu'en fait, il faut sortir beaucoup d'arguments. Quand on rentre les Comme vient de faire siens- Jean-Nicolas, mais Ah oui, non, mais c'est ça, mais il faut, Enfin, il il y a faut sortir. l'argument du prix aussi qui est un peu massue, hein. Oui, alors l'argument. Oui, mais en fait, l'argument du prix, le problème, c'est que Bah, c'est double tranchant. C'est qu'en fait, il y en a, ouais, ils si vont t'as dire. un super boîtier et que t'achètes un truc cher, mais qui rendait une copie médiocre. Non, mais même, c'est que des fois, les prix, ça bloque. Enfin, quand des fois j'annonce des Laowa en macro, il y en a, ils me disent ah, mais C'est pas assez que, cher. oui, Ouais, c'est c'est que de la ça, merde. le Ouais. prix et tout. Puis, et même circuit anamorphique, ces derniers temps, là, les prix sont très en baisse. Et quand on peut avoir 3 excellentes optiques anamorphiques pour moins de 2000 € aujourd'hui, c'est quand même super intéressant. Donc, non, c'est intéressant, mais il faut sortir beaucoup d'arguments et il faut un peu tâter le terrain. Par contre, après, il y en a, ils essayent déjà, ils sont convaincus. Le salon de la photo, d'ailleurs, permet de tester TT Artisan, Viltrox, là, sur les stands de Disney, c'était quand même très intéressant à essayer. Mais non, il faut sortir les arguments quand même. Alors, ils y sont, hein, sur les bokeh master, hein, 35 1.2, 135 1.8. Ça arrive aussi sur les longues focales. Hein. Laowa a annoncé, et j'ai pu le prendre en main à l'occasion du salon de la photo d'ailleurs, un 200 mm f2 quelques oui. jours ou quelques semaines après le modèle Sigma. Alors, ok, il n'est pas stabilisé, mais il est beaucoup moins cher. Je l'ai eu en main, c'est magnifique. C'est une qualité de construction qui a l'air comme ça en 2 minutes. Irréprochable. Optiquement, je ne sais pas encore ce que ça vaut, mais ça y est, là, on va sur des longues focales et l'étape d'après, c'est le zoom, naturellement. Mais ce qui est super drôle d'ailleurs, c'est que Laowa a seulement 2 optiques autofocus et c'est littéralement le grand écart. Tu as le 12, le 10 et le 12 d'un côté qui sont autofocus et de l'autre côté le 200. Entre les deux pour l'instant, il n'y a pas d'optique autofocus, mais non, c'est clair, c'est très très bonne nouveauté. Bon. Niveau gamme APS-C, tu l'as évoqué, Mathieu. Moi, je trouve que le ciel s'éclaircit grandement pour les utilisateurs de boîtiers Canon, Nikon et naturellement Fujifilm, grâce en grande partie à Tamron, mais surtout à Sigma, qui a une gamme de focales fixes ultra lumineuses quasiment complète, proposée dans toutes les montures du marché. C'est cool, là, maintenant, quand on est en APS-C, là. Là, ça commence à devenir très cool. Après, c'est cool parce que depuis que Canon a donné la monture RF à Sigma, ça fait beaucoup plus de choix pour les exigeants. Enfin, les exigeants, c'est quand même beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux aussi pour Nikon parce qu'on a enfin de la focale fixe qui est un peu compact. Parce que pour l'instant, les focales fixes Nikon, quand quelqu'un voulait un 50 mm 1.8, monter sur un Z30, ça faisait quelque chose
un peu trop encombrant, un peu trop volumineux. Là, on peut enfin proposer autre chose. C'est quand même assez intéressant. Et on a vu le retour des zooms de voyage, ça plaît toujours ça, les zooms de voyage, les trucs ultra polyvalents. Et je C'est des m'attendais, best-sellers ça? ouais, moi je m'attendais pas que ça parte aussi vite. Là, le nouveau 16300, et non, ça marche super bien. Alors ça marche dans ce qui est de ma boutique beaucoup mieux que le Tamron, mais le Sigma, nous là, avec la bonne presse, et même pour du Fujifilm X, ce qui est très étonnant, parce que normalement c'est pas la philosophie de la marque. Non, carrément pas. Mais ça revient aussi beaucoup sur plein format. Donc finalement, Oui. on voit que de toute façon, il n'y a plus de bridge, c'est terminé. Il n'y a plus de Ouais, compact super zoom, etc. c'est ça. Donc Il y a plus le choix. une seule et unique optique pour tout faire, c'est quand même pas mal. Toi, t'en testes aussi, Jean-Nicolas, peut-être? Non seulement j'en teste, mais surtout j'adore ça en fait, parce que typiquement au quotidien ou en voyage, c'est génial de pouvoir un peu tout faire avec une seule optique sans avoir à changer d'optique 36 fois par minute. Et alors, évidemment, en portrait, à moins de jouer sur les très longues focales, effectivement, c'est pas la même chose en termes de rendu de bokeh, mais pour tout le reste, c'est tellement fun à utiliser. Et là, en fait, cette année, j'étais à Göteborg pendant quelques jours et j'ai testé, mais alors justement, avec un Canon EOS R7, donc en monture RF, le Sigma 16-300 3567. Et franchement, c'est super fun à utiliser et les performances sont là. J'insiste vraiment sur les deux parce que, alors évidemment, c'est pas aussi bon qu'un zoom classique, on va dire, vu que la plage focale est ultra étendue. Forcément, il y a des petites faiblesses, par exemple, à fond de zoom. Mais d'un autre côté, pour qui ne passe pas son temps à zoomer à 400% sur son image, c'est très clean. Et la réactivité, vraiment, de l'autofocus est pleinement là. Et les images que tu peux avoir, justement parce que ça zoome justement au 300 mm, équivalent 450 mm en plein format, c'est vraiment génial. Moi, j'adore ça. Oui, puis tu enquiquines pas les gens qui sont avec toi, qui sont pas forcément photographes. Et quand tu C'est dois pas faux, changer ça. d'optique tous les 100 mètres, non, mais il faut tenir compte de ça aussi. Ça fait partie du plaisir et de la tolérance des gens vis-à-vis du photographe. Ouais, tout à fait. Petite confirme. dédicace à ma fiancée qui justement avançait en fait pour me faire signe de me manier un peu le train justement alors que j'étais en train de vouloir parfaire mon cadrage pendant 2 heures. Mais ça, c'était à l'époque du réflexe. J'avais tendance à mettre plus de temps à arriver à ce que je voulais. Maintenant, ça va. Elle a gagné en tolérance, on va dire, vis-à-vis de ma pratique photo. Et moi, j'ai gagné en vélocité. Bon. Alors, si les grands constructeurs tiennent désormais systématiquement compte de l'usage vidéo dans le développement de leurs nouvelles optiques, rares sont ceux à proposer de véritables gammes 100% dédiées à la vidéo. Nous nous sommes entretenus avec Nicolas Morvan de MN Photo Vidéo pour qu'il nous partage ses réflexions sur le marché des optiques vidéo qui, en toute logique, si elle suit le marché des boîtiers, devrait exploser dans un futur proche. La première partie, c'est est-ce que les vidéastes sont vraiment très sensibles à ces caractéristiques techniques d'optique, entre guillemets, photo, qui sont maintenant dédiées à la vidéo. Et donc, ma réponse, c'est oui, clairement, mais on va dire que ça va dépendre du niveau. Il y a des vidéastes les plus exigeants, ceux qui travaillent sur des grosses productions, du docu, en tout cas, voilà, du contenu très professionnel, qui vont regarder de près tous les critères de chacune des optiques et voir même presque plus que les caméras pour définir quel rendu ils souhaitent selon le projet, voir s'ils vont prendre des optiques avec AF, puisque sur des pros, c'est pas une obligation. En majorité, historiquement, on est plus sur du manuel en vidéo, mais avec AF, regardez si on a des optiques fluides, si l'AF est discret, si il y a une bonne compensation AF ou pas du focus breathing, ce genre de choses, mais surtout encore une fois voilà le rendu et l'ergonomie de l'optique, bien entendu sur des gros projets pour pouvoir les régler avec tous les accessoires nécessaires, follow focus, etc. Mais pour beaucoup d'autres et pour on va dire la majorité aujourd'hui de ceux qui vont créer du contenu ou les vidéastes indépendants, aujourd'hui ils privilégient souvent la polyvalence, la compacité et le prix. Aujourd'hui, une bonne optique photo suffit souvent pour la vidéo, tant qu'elle est fiable, facile à utiliser. C'est plus ses caractéristiques en elles-mêmes, voilà, qu'on va aller rechercher avec, en général, soit des focales fixes avec une ouverture constante, soit des zooms avec une ouverture constante. Et enfin, pour répondre à est-ce qu'il y a des gammes optiques spécialisées qui arrivent vraiment pour la vidéo,
comme on les voit sur les boîtiers. Alors déjà, il y a toujours eu des gammes très spécialisées avec des optiques dédiées aux très grosses productions, voire cinéma, qui se démocratisent un peu, hein, avec des marques comme Zofilm ou encore Cooke, qui sont normalement des optiques extrêmement onéreuses et qui sont plus dédiées à la location en général qu'à l'achat, qui aujourd'hui ont des gammes comme les Cooke SP3 qui sont très appréciées de nos clients et qui sont quand même plus abordables, même si ça reste un budget. Donc sur la gamme très spécialisée ciné, il y a toujours il y a ces marques-là qui se démocratisent. Mais ce qu'on voit arriver en effet depuis quelques temps, ce sont des optiques, on va dire entre guillemets hybrides. On avait les boîtiers hybrides, on va dire maintenant on a des optiques hybrides, c'est-à-dire qui sont très proches d'une ergonomie photo, qui sont en effet en général tirées d'une optique photo déjà existante, mais plus adaptées à la vidéo. Je pense au Canon RF 24-105 f2.8Z, qui existe maintenant aussi en 70-200 2.8Z. Le Nikon 28-135 qui a été aussi lancé cette année, ou encore les nouvelles Sigma Cinema Line qui sont des déclinaisons du 28-45 et du 28-105 qui sont à venir et qui sont qui en fait vont être en effet adaptés plus pour une utilisation vidéo. Voilà. Donc à l'avenir, on devrait avoir deux tendances. Des optiques cinéma qui se démocratisent, on l'a vu un peu avec des effets ciné, aussi l'anamorphique que j'ai pas cité mais qui se démocratise beaucoup, où avant il fallait mettre des dizaines de milliers d'euros et aujourd'hui on arrive à trouver des optiques beaucoup plus abordables et de différentes qualités bien entendu. La gamme hybride plus accessible et qui est pensée, on va dire entre guillemets, pour les créateurs de contenu, des vidéastes indépendants. Et donc voilà, aujourd'hui, c'est les deux gammes qu'on va retrouver qui sont dédiées à la vidéo, même si aujourd'hui, chaque optique, même photo qui sort, a de plus prendre en compte aujourd'hui les besoins basiques de la vidéo, avec les compensations de focus breathing par exemple, avec une stabilisation pour les zooms et une compacité surtout. Comment tu sens les choses de ton côté, Mathieu? Alors moi, j'aimerais qu'on mette un peu à part ces optiques motorisées ou motorisables, hein, qui s'adressent vraiment à une catégorie de vidéastes un peu niche. Mais comment tu sens les choses? Est-ce que tu crois qu'on va avoir de la spécialisation d'optiques carrossées pour les vidéastes, comme on voit qu'on a des boîtiers carrossés pour la vidéo, ne serait-ce que d'un point de vue marketing, est-ce que ça aurait du sens? Ben si, tu vas avoir du sens pour, enfin, tu vas avoir du sens car quand tu vas pouvoir aller en magasin dans une boutique, tu es sûr que le revendeur aura forcément l'objectif. Quand tu vois la gamme VCM là, avec le 20, le 35, le 50, 85, moi en tant que revendeur, j'ai pas peur de l'avoir parce que je sais que ça va être une très bonne optique photo et je sais que c'est une très bonne optique vidéo. Et en plus, tu as un très beau autofocus, tu as une très belle qualité de fabrication et même après les optiques, Panasonic là, toute leur gamme, S en 1.8, 18, 35, 24, 50 et cetera. Tout cette, Et pourtant qu'il n'y a pas de bac de diaph, enfin qui est critiquable d'un certain point de vue niveau vidéo, parce que je suis d'accord avec oui, toi, mais, par l'homogénéité des gabarits, du poids et des filtres, du filtrage, ça c'est super intéressant pour utiliser sur des gimbals ou etc. Le fait qu'il n'y ait pas de bac de diaph, ça par contre, je trouve que c'est un petit manque. Oui, c'est un petit manque, mais après, il faut aussi prendre tous les échelles de vidéastes et de pratiquants de vidéo. Et là, après, moi, je parle vraiment de vraiment la clientèle que j'ai qui veulent de la rapidité, de la simplicité et du tout un prêt. truc abordable aussi, parce que ça, par contre, c'est, en termes de tarifs, c'est plutôt. Oui, et encore après, abordable, c'est des grands mots. Après, pour de la vidéo, au final, c'est abordable parce que quand on Alors, reprend. je précise, vidéo plein format. Oui, oui, on va préciser quand même plein format. Mais en effet, non, mais de toute façon, rien ne vaudra de toute façon un objectif qui est déjà prémonté, spécialisé, fait pour la vidéo. Et de toute façon, j'invite les gens à quand même avoir du matériel vidéo d'un côté, photo de l'autre. Après, quand on est dans un entre-deux, ben oui, là, il y a ces options qui s'ouvrent. Mais elles sont quand même encore assez restreintes, hein, parce que voilà, là, on a Canon qui propose quelque chose, on a Nikon qui propose une optique. Fuji et les autres ne proposent rien et la gamme ciné de chez Sigma est compliquée à se procurer. Si on n'a pas les contrats, le SIRET, c'est presque impossible à commander, hein. Il y a Nikon qui a annoncé parallèlement à sa ZR l'arrivée prochaine d'une série, a priori, d'optiques carrossées pour la vidéo. Comment tu sens les choses, Jean-Nicolas? Est-ce qu'on va avoir droit à une nouvelle conception optique où on va récupérer les focales fixes et peut-être les zooms de la série S Nikkor, mais carrossés dans un corps vidéo?
C'est pas impossible, effectivement. De toute façon, depuis le rachat de Red par Nikon, qui a fait couler beaucoup d'encre, il y a une appétence pour la vidéo qui était déjà là et qui se confirme encore plus. Alors après, je suis pas devin, donc je sais pas exactement ce que Nikon nous réserve dans l'avenir. Mais après, de toute façon, il y a cette volonté très claire de développer des gammes qui conviennent à la fois pour la photo et pour la vidéo, très clairement. Et que ce soit en termes de conception optique, mais aussi de conception autofocus, il y a clairement une volonté de faire des choses qui marchent très bien aussi en vidéo. Après, moi, ce que je veux voir aussi, c'est au niveau de l'ergonomie, justement, de ces optiques-là, parce que Nikon est connu pour avoir sa fameuse bague de contrôle qui est très lisse, des fois. Et effectivement, en vidéo, c'est un plus parce que tu peux régler ton diaphragme ou ton exposition de manière fluide. Mais effectivement, il ne faut pas que ce soit trop fluide. Et puis aussi, il faut avoir ces optiques motorisées, motorisables. Et après, j'ai envie de dire, là, pour l'instant, ceux qui se débrouillent extrêmement bien en la matière, après, c'est un prix, c'est Canon avec les optiques Z qui sont particulièrement bien pensées. Le 405 f2.8, là, c'est ça, cité, le 70-200Z. Ouais. Mais là, par contre, on est sur des budgets qui sont un peu salés, quoi. La série L++, quoi. C'est ça, exactement. Bon. Alors, on a décidé, comme d'habitude, d'organiser notre guide en fonction des types de focales. On va aborder ce qu'on a appelé les grands angles et les super grands angles. On va aborder ce qu'on appelle les focales dites standards, les longues focales, les téléobjectifs. On terminera par les objectifs macro. Dans chaque catégorie, vous, Mathieu, Jean-Nicolas, et puis toi aussi, Benjamin, vous allez proposer une focale fixe et un zoom dans les principales montures hybrides du marché, à savoir E pour les hybrides Sony en APS-C et en full frame, L pour les hybrides Leica, Lumix et Sigma en full frame, RF pour les hybrides Canon, APS-C et full frame, Z pour les hybrides Nikon en APS-C et en full frame, micro 4 tiers pour les hybrides Lumix et OM System, et enfin X pour les hybrides Fujifilm. Alors on commence dans l'univers des grands angles, c'est-à-dire des focales jusqu'au 35 mm, particulièrement appréciées pour le paysage, le reportage, la photo de rue ou encore la photo d'architecture, par exemple. Je commence avec toi, Jean-Nicolas. Peux-tu nous donner tes recommandations, meilleur rapport qualité-prix, le meilleur de tous, sans considération de budget, et peut-être un coup de cœur pour terminer. Alors, du côté de la monture E, si on commence avec la monture E, c'est facile. Moi, il y a plusieurs optiques que j'ai beaucoup aimées ces derniers temps et qui optiquement il faut faire un choix, Jean-Nicolas. Sont très solides. D'accord, je vais faire un choix. Je vais dire le Tamron 16-30 mm f2.8 VXD qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Qui est sorti cette année. En G2, alors que la G1 était un 17. Qui remplace le 17-28, tout à fait. Et qui est une optique qui est très bonne, et avec vraiment de très bonnes performances optiques et de très bonnes performances autofocus. Excellent rapport qualité-prix, vraiment. Il y a Samyang qui a fait aussi un 14-24 qui est très peu onéreux, parce qu'il est seulement à 749 €. Ça, c'est très intéressant. Après, au niveau des optiques... au niveau des meilleures optiques sans restriction de prix, mon choix va d'emblée au 16-35 mm 2.8 G Master. Ouais. Et sinon, en coup de cœur, j'en ai deux, en fait, c'est ça le problème. Il y a le Sony 14 mm 1.8 G Master, mais il y a aussi le récent 15 mm f1.4 Diagonal Fisheye. Alors effectivement, c'est un fisheye, c'est original. Mais pour ceux qui ont envie, justement, alors que ce soit en photo ou en vidéo, d'avoir quelque chose de plus créatif, d'avoir quelque chose de plus inspirant, effectivement, c'est une optique qui est non seulement très valable, mais aussi... C'est une optique qui est très intéressante à avoir sous le coude. Mathieu, tes recommandations monture Sony E. De toute façon, chez Sony, pour moi, le meilleur rapport prix, ce ne sera pas forcément en zoom, ce sera plutôt en fixe. Et ce sera surtout le dernier 16 mm qui a été sorti en fixe par rapport à sa compacité, sa grande qualité d'image. Là, c'est vraiment un très chouette optique. C'est un peu osé de sortir ça, mais moi, ce qui m'a étonné, c'est le rapport taille-poids pour du 1.8. Et surtout, piquer l'image et mise au point minimale. Là, ça nous offre quand même des possibilités en termes de photos qui sont quand même vachement impressionnantes. Après, en termes d'objectifs, pour moi, la meilleure de tous en FE, ça reste toujours, bien sûr, je rejoins Jean-Nicolas, c'est le 16-35 en 2.8 Gold Master.
Alors, il ne faut pas mettre de côté le Goldmaster 1. Hein, on pouvait encore le trouver en boutique. Il n'est pas beaucoup moins cher, mais bon, qui sait, peut-être que fin novembre, il sera peut-être... Le mec nous fait une petite annonce là. Non, mais à voir, peut-être. Hein, il faut regarder, il faut aller sur camera.net pour voir ça. Hein. Mais, et d'ailleurs, moi, je triche hein, tant qu'on est là. Hein. D'ailleurs, aussi, dans les meilleurs de tous, hein, FE, le Laowa 10 mm en monture FE. Hein. Oui. Moi, je rejoins quand même aussi. Hein. Là, franchement, c'est un objectif qui est assez... Il va revenir, extraordinaire. peut-être dans d'autres montures aussi. C'est pas impossible, ça. Et après, en coup de cœur, du coup, c'était... je l'avais en hésitation avec justement le meilleur rapport prix, mais ça va rester le FE 20 mm. Après, c'est vraiment coup de cœur parce que le 20 mm, c'est une de mes focales favorites. Et justement, c'est le Rappelle-nous l'ouverture. 1.8 constant. Et il est à moins de 1 000 €. Enfin, moins de 1 000 €, 999. C'est toujours moins de 1000. Mais non, c'est pareil, c'est comme le 16 mm. Il est étonnamment très compact et étonnamment très qualitatif. Et désolé pour la concurrence, mais quand on voit le rapport prix proposé par le Sigma, je vois pas l'intérêt d'aller jusqu'à un 4. Autant aller à un 8, avoir une vraie belle fabrication Sony avec un autofocus vraiment défiant toute concurrence et la compacité et un produit vraiment ingénieux. Bon, là, en montureux, on a parlé que de plein format, donc je vais venir arbitrer et ajouter un soupçon d'APS-C. Je vais citer les Sigma 10-18 à 750 € et la focale fixe assez extra 12 mm f1.4 qui vaut 600 € en APS-C qui est sorti cette année. Donc, montureux, APS-C, voilà, en rapport qualité-prix, je trouve qu'on est pas mal. Si on va sur le meilleur de tous, moi je suis plus, alors en 24-36 cette fois sur le 12-24 f2.8 G-Master, mais là c'est des goûts de luxe, hein. On est sur, il n'y a pas de limite, 3100 €, mais c'est absolument fabuleux. C'est raisonnable. Voilà, et coup de cœur, j'irai moi sur le Sigma 16-28 f2.8 qu'on va retrouver dans une autre monture aussi, en monturelle, que j'aime beaucoup, et puis j'ai toujours moi une affection particulière en focale fixe pour Samyang et son 14 mm f2.8 qui n'est pas extraordinaire, mais qui, je trouve, est quand même plutôt abordable et qui rend une copie acceptable. Voilà. Bon. Jean-Nicolas, même exercice sur la monture Canon RF. Alors, monture RF, en meilleur rapport qualité-prix, clairement, c'est le 16-28 mm f2.8 STM qui est sorti cette année. La version abordable du... C'est ça, Canon se met à faire du lumineux abordable cette année. Abordable à 1300 € quand même. Ouais, voilà, ça reste Canon. Vous ne voyez pas, mais j'ai mis des guillemets. Les guillemets sont massifs. Et, mais en attendant, ça fait plaisir quand même d'avoir une optique qui est moins onéreuse que le 14-35 f4, qui est mon ancien choix, on va dire, pour meilleur rapport qualité-prix, qui reste très bon, hein, mais pour le coup, on est plus sur du 1600-1800 €. Là, le 16-28 est quand même un peu moins cher et ça reste bon. Et c'est lumineux et c'est réactif. Donc oui, moi j'aime beaucoup cette optique. J'ai beaucoup aimé la tester. En l'occurrence, c'était sur un R6 II à l'époque. Franchement, ça tient très très bien la route. Et ça fait plaisir justement de voir ce genre d'optique arriver enfin en monture RF. Même si, on l'a déjà dit, Canon continue de garder le monopole sur la monture RF en plein format. Et ce qui fait que du coup, en meilleure optique sans restriction de prix, sur du grand angle, c'est le 15-35 de 8 LIS USM, qui est super bon. Je l'ai mis aussi en coup de cœur d'ailleurs, c'est ça qui est drôle. C'est très bon, mais c'est très cher. Voilà. Je valide, ça, je valide complètement. Ouais. C'est fabuleux. Mathieu ? De toute façon, dans les meilleurs rapports prix, après, chez Canon en RF, je voudrais peut-être plus parler. Enfin, on va tricher, c'est pareil, hein, mais ce fameux Sigma 10-18 de 8 constant, il existe en RF. Hein, et pour moi, ça serait peut-être plus intéressant. C'est l'APS-C. Ouais. Oui, en APS-C, excusez-moi, en APS-C. D'ailleurs, il ne faut pas hésiter aussi à les mettre dans sur un R5 II, faut voilà. 6. Ouais, alors, c'est ça, non, mais ça peut servir. Ça, ouais. C'est même pas ça, c'est qu'après, vous pouvez même dire au boîtier de passer en plein format. Et en fait, vous profitez d'un espèce d'effet fisheye un peu déformant. Ça peut être perturbant. Ouais. Alors, c'est perturbant, mais justement, il ne faut pas hésiter à jouer avec ça si on peut se permettre. Après, le meilleur de tous, oui, ça reste bien sûr forcément ce fameux 15-32-8 qui est quand même aussi assez fabuleux. Après, moi, son poids m'a toujours un peu dérangé, mais bon, la qualité d'image est vraiment quand même au rendez-vous. Et monter sur le R5, bien sûr, ça reste quand même un optique assez fabuleux. Mais ouais, moi, mon coup de cœur, ça reste quand même ce fameux 14-35 en F4. Parce que justement, c'est léger, c'est discret, on a envie de l'avoir dans le sac à dos. On a envie de l'avoir avec soi, et puis on monte quand même jusqu'au fameux 14. Et si on est un petit peu tatillon, en plein format, 14, il y a quand même un esthétique qui est quand même assez unique là-dedans. Et on peut aller jusqu'à 35 pour le reportage. On n'est pas
bloqué jusqu'à 30 et je sais pas, c'est peut-être un peu psychologique, mais j'aime bien cette focale-là en f4, quand même très plaisant. Et surtout, on garde, malgré un 14 mm en plein format, on garde un filetage pour pouvoir mettre les filtres. Exactement. Certes, Ça, c'est important. J'ai exactement le même coup de cœur que toi en monture Ah oui. RF. D'autant qu'il est stabilisé. Il y a le filetage, comme tu dis, il est quand même cher. 1700 € presque, je crois, en tarif officiel. C'est pas donné pour du F4. Ouais, mais, en ce moment, sur le caméra bonnet, tu l'as mis 499. Ah, d'accord. Moi, je parle des prix officiels constructeurs. Ah oui, non, il a un peu baissé là. Et tu as quand même la qualité de la construction sérielle, donc il n'y a pas de problème. Pour compléter tout ce que vous avez dit, parce que je suis d'accord avec Jean-Nicolas sur le meilleur, enfin le 1535, c'est magnifique. On aurait pu citer le 10-20 aussi, qui est quand même pas mal. Mais je sais pas, le 1535, c'est plus polyvalent. L'ouverture F de 8, c'est très chouette. Donc, ok. Mais pour les budgets serrés, moi, je citerai le 35 mm macro. Ah oui, F1.8, c'est vrai. qui est très, très intéressant, je trouve, qu'on peut trouver autour de 600 €, moins de 600 €, hein, facile. Distance minimise au point à 28 cm, c'est du plein format, c'est polyvalent, c'est pas mal. Et puis toujours le petit 16 mm f2.8 Pancake, STM aussi, 350 €. Si on veut pas se ruiner en plein format. Plein format comme c'est pas APS-C, hein, ça fait un beau Et APS-C, équivalent t'as raison, 24 oui, bien sûr. en Ouais. R7 et le 35 fait un beau macro très polyvalent. Au contraire, hein, il faut y aller, là-dessus. Jean-Nicolas, on passe à la monture Nikon Z. En monture Nikon Z, eh bien, on retrouve notre ami le Tamron 16-30 mm f2.8. Ah, tu l'aimes bien, Ah celui-là, bah oui, mais je l'aime bien, mais avant, c'était le Nikon 17-28, qui, selon certaines sources, pourrait être un Tamron 17-28 rebadgé. Hein. Oui. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, hein, n'est-ce pas? Moi, je ne dis rien de toute façon. Mais non, ce 16-30 qui est là, qui est très agréable à utiliser. Moi, j'ai testé sur un Z6 III et un petit peu sur un Z8 et ça passe tout seul, littéralement. Et c'est une optique qui a l'avantage d'avoir un excellent rapport qualité-prix, donc clairement, que demande le peuple. Sinon, donc c'est aussi mon coup de cœur d'ailleurs. Et sinon, en meilleure optique grand angle sans restriction de prix, parce qu'après tout, pourquoi pas, eh bien, j'ai envie de faire un petit coucou au 14-24 mm f2.8 classique. Voilà. Ça ne mange pas de pain, comme on dit. Et pour le coup, justement, on a cette focale 14 mm dont tu parlais tout à l'heure, qui est extrêmement satisfaisante en archi, et avec la possibilité de zoomer à 24 quand on veut se rapprocher un peu. Et les Nikonistes qui ont eu des réflexes oui. apprécieront, parce que ça fait écho à l'excellent modèle AFS de l'époque qui était juste fabuleux, quoi. Je confirme. Ouais. Mais pour ma part, après, je vais pas forcément être beaucoup plus original, surtout sur le meilleur optique de tous. Ça va vraiment rester ce fameux 14 mm 2.8, qui d'ailleurs, je tiens à rappeler, est quand même très complet dans le package, hein, parce que vous avez l'espèce de pare-soleil, cette espèce d'énorme bouchon, et justement, vous avez ce bouchon qui peut faire accepter un filetage avec un diamètre. Alors d'ailleurs, justement, je suis en train de rechercher le diamètre, mais qui est quand même assez particulier et assez unique. Hein, donc, 42 cm. Centimètres, ok. Oui, carrément, toujours plus. Et en fait, justement, pour moi, le meilleur rapport prix sera aussi quand même mon coup de cœur, et je suis pas très original, je suis vraiment resté dans les ultra grands angles, hein. C'est ce fameux 14-30 f4 qui est pas réputé pour forcément des piquets impressionnants, mais il est rétractable. C'est rétractable, hein, c'est particulier, il faut s'y faire quand même. Hein, oui, mais c'est ça que j'aime bien, il est rétractable. Je suis sûr qu'on l'a dans le sac. On a aussi 14 mm, on peut mettre les filtres. Alors en 82, hein, ça va être un autre budget, mais pareil, ça reste polyvalent, ça reste plus transportable que ce grand 14 mm à ultra grand angle. Et ça reste quand même un coup de cœur, justement, pour ce côté quand même très pratique, et il est quand même pas aussi si cher que ça. On a certes des beaux 20 mm, on a des beaux ultra grand angle chez Nikon en fixe, mais je trouve quand même que ce 14-30 était dans les c'est premiers environ fabriqués. 1500 €. Hein. Oui, c'est ça. Et il est en série S, ce qui chez Nikon est le haut de gamme. Exactement. Mais il n'est pas stabilisé. Non, mais pas stabilisé. Après, est-ce qu'on a vraiment, est-ce Mm. qu'on a besoin de stabiliser les ultra grand angle aussi? Je sais pas. C'est sûr. Avec la stabilisation autre des capteurs, il y en a moins besoin. Il y a côté focal fixe, c'est vrai que j'ai complètement oublié, mais il y a aussi des petites choses intéressantes, notamment le 20 mm f1.8S, qui justement est membre aussi de la S-Line. Et justement, il est plutôt compact.
une longueur focale de 20 mm, c'est intéressant justement pour à la fois avoir quelque chose d'assez large sans être trop large justement. Le voiture 1.8 qui permet de bien jouer sur la profondeur de champ. Et sinon, si on veut vraiment sur du petit budget, c'est vrai qu'il y a aussi le 26 mm f2.8 qui est tout petit, qui est tout compact. Et c'est archi polyvalent justement pour du voyage, pour la street ou du vlog. Ce n'est pas un gros mot. Et franchement, justement, sur le salon de la photo, il y avait un monsieur qui l'avait sur un Z5 II, je crois. Et c'est vrai que pour le coup, j'avais oublié à quel point il est ultra compact, ultra léger. Et c'est vrai que c'est un grand angle à avoir, je pense, dans sa besace quand on a un boîtier Nikon Z. Il est perturbant sur un Z30 parce que vraiment là, le design et le tout noir fait vraiment. Les interlocuteurs ne voient pas trop où vous visez vraiment. C'est quand même assez. C'est quand même notable. Et pour compléter les utilisateurs de ZF, peut-être moi je citerai le 28 mm f2.8. Alors le 28 mm, c'est une focale que j'aime beaucoup, donc en focale fixe. Le f2.8 qui existe en 2 versions, dont une version labellisée SE qui fait un petit peu vintage, même si je déplore toujours qu'il n'y ait pas de bac de diaph. Mais pour 350 €, c'est pas mal. On reste dans la catégorie grand angle et voilà. Et puis pour le reste, franchement, je vous rejoins. De toute façon, on fait quand même rapidement le tour. Au final, la monture est ouverte, mais pas tant que ça. Monture X, Fujifilm. Ah, c'est l'instant X. Écoute, on parlait justement du Sigma 10-18 dans d'autres montures. On le retrouve et c'est une optique qui est très bien pensée, qui est très qualitative. Franchement, Sigma, ses ingénieurs ont fait un excellent travail sur Franchement, f2.8 constant, cette taille-là, cette qualité-là, c'est clair. C'est dingue. Franchement, avant, j'avais le 10-24 f4 OIS, alors qui est toujours aussi bon, clairement, mais là, on a quelque chose qui est à un tarif très concurrentiel et avec une ouverture à f2.8 constante et avec un gabarit qui est très étudié. Franchement, je ne sais pas quoi mettre d'autre en face, vraiment. Clairement, celle-là, c'est un no-brainer. Et après, en coup de cœur, j'avais mis le Samyang à f12 mm f2, qui est... oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est ça. Non, franchement, j'avais bien aimé cette optique. Et après, en meilleure optique, sans restriction, allons-y franco, il y a le 8-16 mm f2.8 qui est franchement juste magnifique optique. Magnifique gabarit aussi, clairement. Magnifique prix, 1700 €, c'est de la PSC, mais c'est beau. Oui, c'est ça. C'est franchement, tu veux faire c'est ça. Tu veux faire de l'architecture, notamment en nuit. Franchement, c'est une magnifique optique, vraiment, et gros coup de cœur, quoi. Clairement. Mathieu. De toute façon, sur le coup de cœur, je vais rejoindre Jean-Nicolas. Le 8-16, c'est lui qui va offrir la meilleure possibilité et vraiment le maximum de qualité d'image. Alors, je conseille vraiment pour les utilisateurs de produits en XH pour la prise en main, surtout pour la prise en main à main levée, c'est quand même presque indispensable. On n'arrive pas sur un équilibre non plus vraiment très optimal si jamais on est sur des produits en X, sauf éventuellement même en X Pro. Mais non, par contre, moi je reviens quand même pour moi, le meilleur rapport prix reste quand même le 10-24 f4, malgré le prix un peu plus élevé. On est quand même tropicalisé, on est quand même sur un produit qui a quand même un peu traversé le temps. Il a été parmi les premières fabrications de chez Fujifilm. On a tous les accessoires qu'il faut. L'encombrement est quand même bien pensé. Alors, c'est dans une première vie, il n'était pas stabilisé, je crois. Non, il n'était pas protégé contre les intempéries. Il n'était pas WR. Il l'est depuis. Il est depuis. Il est un tout petit peu plus fin. Il est en fût interne. C'est quand même un produit qui est super bien fini et quand même un peu plus exigeant. Et pareil, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin de 2.8 dans les ultra grands angles, surtout en APS-C Ouais, mais moi je suis d'accord avec Jean-Nicolas parce que aussi il faut tenir compte du ratio de l'ensemble en fait, de l'encombrement, du poids. Et là, le 10-18, Dieu sait que je l'apprécie moi le 10-24 dont tu parles, mais le 10-18 de ce côté-là, il fait pencher la balance. De toute façon, il allège considérablement le fourre-tout et la config. Surtout sur la compacité, c'est là. Tout en étant plus lumineux. On a un peu triché sur les lois de la physique. Par contre, mon coup de cœur restera toujours sans négociation le 14-8. Qui fait forcément l'équivalent 21, parce que là, c'est l'extra compacité, le pare-soleil est magnifique, ça donne une gueule aux appareils photo vraiment dingue. Le pare-soleil à l'envers reste quand même discret, on peut toujours utiliser la bague de diaphragme, et surtout, on a la petite bague rétractable de mise au point manuelle. Ça fait un produit très qualitatif et quand même assez facile à utiliser. Moi, je compléterai juste avec 2 modèles, dont un qui a déjà été cité, qui est le Sigma 12 mm f1.4 qu'on a cité en montureux.
qui revient ici, qui est aussi du plus bel effet sur XT5 par exemple. Enfin, ça se marie parfaitement. Et le 23 mm f2.8 RWR, alors qui est sorti avec le X5 cette année, mais je suis un grand fan des X100 et des 23 mm f2. J'ai été un petit peu sceptique avec cette optique-là. J'aime bien déjà le 27 mm qui existe. Et finalement, j'ai été agréablement surpris par les résultats. Je l'ai trouvé pas si mal. En tout cas, ça permet d'avoir une config très, très, très compacte. Ça reste abordable. C'est 90 grammes seulement. 450 €. Bon, voilà. Compléterai avec cette optique-là. Moi, je me pose une question sur Fujifilm. Alors, on l'a dit en long, en large et en travers la semaine dernière. La marque a le vent en poupe en ce moment et sort hit sur hit en termes de boîtier. Mais j'ai quand même, moi, le sentiment qu'ils sont un peu plus en retrait au niveau optique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, personnellement, la gamme optique Fujifilm a du mal à me faire un peu vibrer. Mais je me permets, c'est pas qu'elle fait pas vibrer, c'est qu'en fait, ils veulent absolument se limiter sur les ranges. En fait. Donc en gros, la puissance de zoom. En fait, ils vont déjà rarement dépasser les zooms par 5. Ils ont eu une mauvaise expérience avec le 1835, qui est un range donc, de 7,5. Et ils ont eu un tel succès avec le 1680, je pense déjà qu'ils veulent rester en dessous. Puis après, ils veulent pas trop répéter non plus les gammes optiques. Une fois qu'on a fait un 1650, une fois qu'on fait un 1680, qu'est-ce qu'on fait? Là, ils ont rechangé leur 1855 pour un 1650. Donc en fait, là, ils sont plus dans une étape de renouvellement. Oui. J'attends d'ailleurs un renouvellement du 50-140. Voilà. Mais par contre, là, je te rejoins que là, la gamme, elle prend beaucoup de place. Et là, ça prend peut-être un peu trop de place d'ailleurs. Ouais, mais elle est tellement ouverte, cette monture. Oui, c'est ça. À la rigueur, c'est pas tellement un problème. En fait, ils sont là depuis longtemps, ils couvrent déjà beaucoup de besoins. Par contre, là où tu as complètement raison, c'est que le 1655 de l'8 a été renouvelé en version 2. Et le 50-140, il y a un besoin impérieux de le faire. Oui. Vraiment. Au niveau de l'autofocus, au niveau de l'encombrement. Ouais, c'est sûr. La liste est un peu plus longue, parce qu'il y a aussi le 23.1.4, le 35.1.4, le 90 f2, on n'en parle pas. Madame l'utilise au quotidien, mais c'est quand même un petit peu mou quand même par moment. Mais il y a besoin plus de renouvellement en fait que de nouvelles optiques chez Fuji. Ouais, c'est ça. Par contre, il y avait besoin de Sigma pour rééquilibrer un peu les portefeuilles. Allez, on continue toujours dans cette catégorie grand angle et on attaque la monture L, Jean-Nicolas. Alors, en monture L, il y a une optique que j'ai beaucoup aimée. Alors maintenant, elle a quelques années, c'est dire à quel point le marché évolue vite. Mais le Sigma 1628 f2.8 des GTN Contemporary, que j'avais vraiment beaucoup aimé parce que un ratio entre compacité et performance qui est assez dingue. Alors oui, effectivement, la plage focale est entre guillemets tronquée. C'est pas un 1635, c'est que un 1628. Bon, mais très gros coup de cœur. Ouais. Et zooming interne, je crois. Et zooming interne, de mémoire, oui. Ce qui pour un zoom grand angle est assez rare. C'est pas gagné, c'est ça. Donc moi, j'ai vraiment beaucoup aimé cette optique. Et je la recommande quasiment les yeux fermés. Après, en bon rapport qualité-prix aussi, on a aussi le Panasonic 1428. Alors, il n'est pas lumineux. Ouverture glissante. F4, 5, 6. Bon, c'est pas incroyable, certes, mais sympathique quand même. Et mais après, au niveau des très grands angles, il y en a un que j'aime beaucoup aussi et qui est le Sigma 14-24 mm f2.8 des GTN Art. Bon, clairement, celle-là, elle est grosse. Alors pour les filtres, il faut prévoir un adaptateur. J'allais dire, elle a une lentille frontale bombée, donc prudence de ce côté-là. Mais très belle optique. Magnifique optique. Voilà. Mathieu ? De toute façon, pour les ultra grands angles en L, mis à part moi mon coup de cœur qui va sur le 1635 f4. Après le reste, il vaut mieux aller. Il fait Leica, je crois, de mémoire, c'est le 1635 f4, enfin qui répond à la charte Leica. Ah, sans doute. Là, je suis pas allé jusque là. Mais après, je complète. Mais non, par contre, pour ce qui va être si on veut quelque chose de sérieux, j'invite vraiment à plutôt aller sur le 14-24 2.8 de chez Sigma en 2.8 et de le mettre en L. Et après, c'est vrai qu'en rapport qualité-prix, de toute façon, pareil, il vaut mieux qu'on aille chez Sigma chercher, c'est le 1628, c'est ça? Oui. C'est ça, le 1628.
Je pense que là, on aura un peu plus de choix. Parce qu'après, dans les grands angles, en fixe, certes, on a le fameux 18 mm 1.8, mais Voilà, c'est très spécifique. 18, c'est très spécifique. Moi, je trouve que pour l'avoir essayé, c'est pas évident. Ben, 16 a une vraie trouver esthétique. sa distance, C'est ça. notamment. Bah, sinon, pour vous mettre d'accord, on peut citer aussi le Leica Super APO Summicron 21 mm f2. Évidemment. Qui est très- Mais Non, sans ça limite, peut- oui, dans la catégorie Mais sans c'est limite, ça, pourquoi pas? Pas en rapport 5400 qualité, euros. sûr. Non, je l'aurais mis en rapport qualité-prix pour le coup. 7400 euros. Oui. Non, mais faut, à un moment donné, il faut dire, l'argent, en fait, c'est quelque chose de Il faut très se donner les secondaire. moyens de ses ambitions. Exactement. Faut pas rester à des détails On a- triviaux comme non, l'argent. on n'a qu'une seule vie. On n'a qu'une seule vie. On se fait plaisir. Bah moi j'irais plus, puisqu'on va jusqu'au 35, sur le Sigma 35 mm f1.2 DGDN Ah, bien sûr. version 2 à 1500 euros. On se fait plaisir, ça reste raisonnable, c'est magnifique. Donc là, pourquoi pas. Puis oui, moi j'y pensais au 18 mm 1.8 aussi, mais vraiment en Non. vidéo peut-être. Oui, mais en croppant éventuellement, c'est ça. ça peut être intéressant. Si on a un effet crop, en effet, Ouais. ça nous permet d'aller sur les 20 ou les faux Mais 24. songez à aller faire de la street photo ou un peu d'architecture, etc. Enfin, ça paraît compliqué. Le 14 est peut-être plus indiqué ou le 20 mm de l'autre côté. Et juste pour compléter, parce que vous avez tout dit pour le coup, le 14-28, il y a des adaptateurs de filtres chez Nissi notamment, très qualitatifs. Oui, bien sûr. Et c'est un point quand même à considérer parce que ça alourdit la configuration aussi. Et sur le terrain, ça complexifie un peu les choses par mauvais temps, etc. Il faut être plutôt précautionneux. Enfin, voilà, c'est des choses à anticiper quand même. Et pour terminer rapidement, la monture micro 4 tiers, Jean-Nicolas, je pense qu'il ne doit pas y avoir énormément d'évolution par rapport à l'année dernière. Ah bah, malheureusement, c'est un peu de ce côté-là que mon tableau a pas trop évolué. Donc, on retrouve l'Olympus 7-14 mm f4, qui n'est pas tropicalisé, qui est sujet au flair, mais qui est quand même très bien. En meilleure performance, sans limite de budget, j'avais noté le 8-18 mm f2.8.4 Aspheric ou l'Olympus 7-14, mais de 8 cette fois, de la gamme Pro. Et puis sinon, côté coup de cœur, moi j'avais le Laowa 7,5 mm f2, donc on a un équivalent 14 mm en plein format, et qui est une optique sympathique, qui a de belles performances, donc j'avais envie de la citer. Voilà. Je vais me retrouver sur à peu près les mêmes choses. Après, autant en micro 4 tiers, je suis plus amoureux de tout ce que fait en général OM. Et par contre, alors, dans les produits, forcément, les meilleures optiques, il faut rester sur le 7-14. Et en effet, même encore dans les bons rapports qualité-prix, le 9-18 est quand même très compact, rétractable aussi, petit filetage, c'est quand même assez intéressant. Par contre, moi, dans les coups de cœur, ça a vraiment été ce 8-25 f4. Pour les reportages, quand vous partez en voyage, je trouve qu'il est quand même assez étonnant, assez épatant. Ça fait un équivalent 16-50 en F4 constant. Le poids est bien fait, le produit est bien terminé, il est bien construit. Là, en coup de cœur, ça vraiment, oui, il est vraiment dans ma liste des optiques. Des nouveautés, il y en a quand même eu. Hein. Elles sont légères ou c'est des reliftings, mais chez OM System, il y a la version 2 du 17 mm f1.8 C'est vrai. qui fait un 35 mm à 550 €. Ça s'envisage, c'est pas trop mal pour avoir un peu de faible profondeur de champ en micro 4 tiers. Et puis moi, je citerai un chouchou, c'est le Leica Vario Elmarit 8-18 f2.8.4. C'est super bien construit. C'est du micro 4 tiers. Hein, voilà, donc ça, c'est pas mal. Et puis, si on se met pas de limite de budget, qu'on fait de la vidéo, le 10-25 f1.7, c'est quand même pas mal du tout, quoi. Ça vaut 2000 balles, mais c'est une magnifique optique. Un peu plus dur à sortir, je trouve. Bon, allez, on continue et on entre dans l'univers des focales standards du 35 au 85 mm. Je précise que ces plages sont purement arbitraires. Merci. Cette plage de focale particulièrement appréciée pour du reportage, de la photo de rue ou encore de la photo de portrait par exemple. Benjamin, tu évoquais tout à l'heure le 35 mm f1.2 DG de Art. De Sigma, objectif qu'on pouvait soit rentrer dans la catégorie des grands angles, soit rentrer dans la catégorie des standards. On va faire un focus, c'est une des nouveautés de l'année et on écoute Foucault Prové, le directeur général de Sigma France, nous parler de cet objectif.
Nous avons choisi de vous parler aujourd'hui du 35 mm f1.2 DG AR 2, donc 2 pour nouvelle génération. Un objectif qui a été annoncé début du mois de septembre et qui vient donc corriger les micro-défauts qu'on pouvait trouver au tout premier 35 mm 1.2 autofocus de l'histoire, qui était la première génération. Et donc là, on arrive avec un objectif qui est environ 30% plus léger, 20% plus court, avec des moteurs HLA, donc des moteurs plus puissants, plus précis et plus silencieux que la première génération, et une amélioration également des performances optiques grâce à l'utilisation de lentilles double asphériques, ainsi qu'une réduction notable du focus breathing. Donc ça peut intéresser particulièrement nos amis vidéastes. Et j'en profite pour vous parler également du 50 mm f1.2 que nous avons sorti en début d'année et qui là, lui, offre tout simplement le 50 mm f1.2 le plus léger qui soit sur le marché. Légèrement plus long que l'un de ses concurrents, mais encore une fois très très léger, grâce à nos nouvelles technologies de lentilles et à toutes les améliorations que peuvent nous apporter les conceptions pour les hybrides. Alors, sur cette catégorie d'objectifs, on va séparer le monde du zoom et le monde de la focale fixe. On va commencer par les focales fixes. Jean-Nicolas, monture E. Alors, en termes de focale fixe, ça tombe bien parce qu'il y a quand même un joli petit choix, on va dire. Mais il y en a une particulièrement que j'ai beaucoup aimée, c'était le Sony FE 50 mm f1.4 de gamme G Master. Pourquoi j'ai pas mis la version ouvrant à f1.2 ? Tout simplement parce qu'elle est plus grosse et plus chère. Et 1.4, il y a vraiment cet équilibre au niveau du rapport qualité et encombrement et accessoirement prix. Et déjà, à 1.4, on a la possibilité de jouer avec le bokeh comme c'est pas permis. Et cette optique se débrouille extrêmement bien là-dessus. Donc vraiment, gros coup de cœur là-dessus. Et donc, je la recommande sans difficulté. Moi, j'étais plus sur le 40 mm f2.5. Ah oui. Mais pourquoi pas. Mais ça dépend. Sur un A7CR ou un A7C, ouais. je trouve que ça... Après, moi, j'aime beaucoup aussi chez Sony. Alors, je sais que c'est des optiques qui ne sont pas spécialement citées, mais il y a toute cette série d'optiques ouvrant à f2.5 ou f2 chez Sony. C'est ça. 40 mm f2.5. Ah, oui. Moi, c'est le 50. Avec la petite bague de diaph, mais j'aime bien ça. Très compact. Et les optiques de la série I aussi, qui ne sont pas souvent citées, malheureusement, mais qui sont très bien. Alors, elles sont très souvent citées à ces micros. Ah bon, ça va, ça me rassure. Bon, voilà, on a fait le tour. Justement, pour moi, le meilleur rapport prix pour quand on était en monture E était le 45 type I Sigma en 2.8. Justement, c'est le plus compact, le plus polyvalent des objectifs. Et après, moi, mon coup de cœur va plus sur, mais c'est une vieille optique, c'est le Zeiss 55 1.8. Ah oui, mais qui a rendu effectivement très caractéristique. Et je suis toujours épaté comment cette optique arrive à vraiment traverser le temps, les qualités d'image là-dessus. J'ai toujours été étonné avec cet objectif-là. Et pour moi, après, le meilleur, alors on l'a cité, mais dans les grands temps, mais moi, ça restait le 35 1.2 deuxième génération, là, que Sigma qu'on peut mettre ici aussi. Mais oui, parce qu'en fait, elle a été vraiment énormément amincie, bien mieux équilibrée, et on a encore réussi à améliorer toutes les performances. Alors déjà qu'on était sur une optique avec des excellentes bases, on a encore amélioré les bases. Alors certes, les 35 1.4 Goldmaster ne sont pas à mettre de côté, mais là, quand on peut avoir du 1.2, c'est quand même hyper intéressant. Un tarif beaucoup plus accessible. Pour clore le chapitre montureux, moi, je glisserai mon chouchou, le 65 mm Sigma, qui ouvre à f2, série Contemporary, qui est original. On l'oublie. Oui, on l'oublie trop. Donc c'est pour ça que j'en parle trop. On l'oublie en plein format, parce qu'en fait en APS-C, il apporte un gros intérêt, mais c'est vrai qu'en plein format, 65... il fait voir les choses un peu différemment. C'est vraiment comme le 40, un petit peu, qui se glisse entre le 28 et le 50, enfin plutôt entre le 35 et le 50. Le 65, il vient entre le 50 et le 85, et là, il y a vraiment des possibilités créatives intéressantes. Allez, on passe à la monture Canon RF et je sens que ce nouveau 45 mm f1.2 va fuser dans nos oreilles. Oh oui. Non, franchement, le 45 1.2, c'est juste une optique, en fait, qui est à la fois extrêmement surprenante parce qu'on s'y attendait absolument pas, non seulement en termes de focale, en termes d'ouverture et de prix. Donc, de ce point de vue-là, c'est assez remarquable. Et en fait, les performances optiques au centre sont bien bonne, en fait. C'est ça qui est assez drôle. Mais au-delà des perfs, en fait, c'est une machine à bokeh
qui est incroyablement satisfaisante à utiliser parce que le moindre sujet que vous photographiez, si vous y prenez bien, prend tout de suite une personnalité qui est dingue. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est que ça devient en fait une optique de caractère. Et on ne s'attendait absolument pas à voir Canon sur ce sujet-là. Et pour la première fois, vraiment, on a une optique qui est 100% plaisir en monture RF. Et hors sériel. Hein, hors sériel en plus. Et un tarot qui est tout à fait sortable de 499 €. Franchement, en kit avec un R6 II, un R6 III ou un R8, même si à titre personnel, je recommande moins ce boîtier. Pareil. Voilà, petit aparté. Non, franchement, c'est une optique plaisir, mais à 100% validée, vraiment. Mathieu. De toute façon, pareil, là, pour le 45, Ouais, là, ça va être vraiment le meilleur rapport prix. Là, de toute façon, on va pas pouvoir tourner autour du pot. Non, après, dans ce qu'il y a de meilleur chez eux, ça reste quand même ce fameux 2870 F2. Bien qu'il mange. G-Master. Non, pas G-Master. Mais qui est dans la catégorie des zooms qu'on va aborder juste après. Non, Serial, ouais. Mais qui était la première optique Serial, je crois, quand ils sortent. C'était la première salve d'optique quand ils sortent leur Elle premier était dans les premiers batch. Ouais. Incroyable. Incroyable, parce que quand on voyait le physique du RP de l'époque, ça collait pas trop. Ça collait pas du tout. Et après, le R5 est arrivé pour sauver tout ça, et le R6 aussi. Hein. Mais c'est vrai que physiquement, là, il y avait quand même une sacrée différence, ouais. Pour compléter, moi, je parlerai d'un zoom à tout faire. On en a parlé tout à l'heure en APS-C. Là, je citerai moi, le 24-240 f4.6.3 ISUSM, 1050 €, que je trouve. Il m'a agréablement surpris. Moi, je suis normalement pas client de ce type d'objectif. Je l'ai essayé sur un R6 II et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant, justement, en termes de polyvalence, le côté je change pas d'optique. Alors, en plein jour, hein, évidemment. Mais c'est pas encore trop encombrant, la qualité est plutôt bonne, donc j'ai plutôt bien aimé. Ouais. Jean-Nicolas, la monture Nikon Z, et on fusionne donc focal fixe et zoom. En monture Z, clairement transstandard, il y a le Tamron 28-75 2.8 qui est dispo à la fois en monture E et en monture Z, et en fait toutes les qualités qu'on avait déjà en monture E, on les retrouve aussi côté Nikon, mais avec du coup moins de restrictions inhérente à la monture Z, puisque, rappelons-le, en fait, son hybride, par exemple, la rafale maximale à 15 images par seconde avec des optiques tierces. Là, chez Nikon, on n'a pas ça. Donc, si vous voulez capturer à 30 ou 60 ou voire 120 images par seconde, ça marche. Mais tu parles de la première version ou de la G2 là G2, bien évidemment. Hein. VXD, pas XD. Et franchement, cette optique-là, gros coup de cœur, hein, clairement. Et puis après, sinon, impossible de ne pas mentionner celle qu'on a déjà mentionnée d'ailleurs, qui est le 24-70 2.8 S2, qui est à gabarit constant. C'est le seul transstandard du marché en plein format à conserver la même longueur. Et effectivement, formule optique qui d'ailleurs est assez rigolo, ils ont moins de lentilles que la première génération. Mais pour autant, les performances optiques sont super bonnes. Et on a justement ce que je vous disais tout à l'heure, les optiques qui sont plus rapprochées du capteur, donc c'est plus équilibré. Et à l'usage, c'est hyper agréable. Et les performances optiques sont très solides. D'ailleurs, on va publier bientôt le test sur Phototrain. Et non, clairement, très très belle optique. Mathieu, Nikon Z. En Nikon Z, moi je reste quand même convaincu que le 28-75 est trop délaissé, trop mis de côté de par l'histoire qu'il a autour de sa fabrication. Mais le badgeage Nikon vaut quand même vraiment le coup sur la tenue, la qualité, la fiabilité du produit. Ça tient bien mieux en main des fois sur un Z6 III qui est par exemple déjà assez volumineux, et mettre ce 28-75 des fois est peut-être une meilleure solution des fois que le fameux 24-70. C'est à toujours vouloir le plus. J'invite des fois les gens à prendre des choses des fois plus essentielles. Et ce 28-75 en termes de fabrication, moi il me surprend toujours, hein. Et on peut faire mieux, c'est sûr, mais là, on a quand même un produit assez accessible, et il est dans la catégorie justement des produits accessibles et des produits coup de cœur chez moi. Ouais, mais en focal fixe, j'aime énormément le 40 mm f2 qui vaut 290 €. Il paye pas de mine, hein, comme ça. Il est moche. Il est voilà, il est mais il faut être clair. Il est très moche. Ouais. Mais qu'est-ce qui fait bien le travail? Mais alors, les résultats sont vraiment très bons. C'est une formule que j'affectionne aussi énormément. Et puis côté zoom, pour compléter aussi, moi j'aime beaucoup le 24-120. Mais en réflexe déjà, c'est une focale que j'aimais énormément. Ouais. Et là, je trouve que c'est toujours aussi bon. Il est en version S. Pareil, je trouve que à la finition, lors de la prise en main, c'est plastique. Ouais, c'est une finition un peu flatteuse, on va dire. Mais les résultats sont là, même sur un Z8. Et ce qui est dingue aussi, c'est la stabilisation qu'elle
permet au capteur, en fait, parce que c'est une optique qui n'est pas stabilisée, et elle permet d'obtenir un gain maximal avec le capteur des Z5.2, Z6.2, Z6.3, etc. Et on peut monter à plusieurs secondes à main levée, sans difficulté, alors même que c'est une optique pas stabilisée. Rien que pour ça, j'ai envie de dire, cette optique banco. Oui, et puis en plein format, sinon c'est 24-105, et la formule 24-120, ça fait vraiment la différence. Ouais. On passe chez les verts, et donc Fujifilm, Jean-Nicolas. Alors, en transstandard, on a le Sigma 1650, toujours le retour, mais j'ai pas envie... F2.8, bien évidemment. Mais j'ai pas envie qu'on oublie les petites focales fixes. Maintenant, on en a 2 de pancake chez Fuji avec le 23 et le 27 mm f2.8. Et le 23 mm, j'ai eu l'occasion de le tester, je crois que c'était avec le X5 de mémoire. Et franchement, juste pour de la street, mais allez-y immédiatement, j'ai envie de dire. Donc franchement, non, c'est incroyable. Après, on a effectivement zoom, meilleure performance sans restriction, le 1680 f4, qui est super bon. Mais non. Ah, je l'aime pas, moi. Ah ouais, c'est vrai. J'aime pas la Qu'est-ce que tu lui construction. reproches? Ah oui, tiens. Ouais, à manipuler, etc. Il est dodu. Parmi les optiques à refaire, Ouais. je le citerai. Je comprends ce que tu veux dire par rapport à ce qu'on vient de dire sur le 24-120. Là, typiquement, c'est une belle illustration. Ouais, tout à fait. En revanche, non, construction, moi, je mets un bémol. Je suis d'accord. Mais à choisir, là, maintenant, tout de suite, tu me demandes de choisir un transstandard monture X. Je prends soit le Sigma 1650, soit le Tamron 1770 Voilà. qu'on oublie souvent. Ouais, tout à fait. Et puis, faut qu'elle fixe le 23 mm direct. Non, après, en X, sur le meilleur rapport prix, moi, j'insiste beaucoup sur le 35 f2, tropicalisé, très discret, belle fabrication métal, ça, c'est vraiment génial. Et de toute façon, après, en meilleure optique, on a bien sûr le 1655-2, là-dessus, on peut pas passer à côté. Mais par contre, coup de cœur, ça me fait mal de le dire, mais le 1740 1.8 Sigma, là... 1000 là, euros, est-ce que c'est cher, 1000 euros pour un 1740 non, c'est offert. Et c'est catégorie art, on rappelle. Oui, non, mais il est pas... il est très bon sur les Sony, il faut pas oublier, mais sur les Fuji, il apporte un petit bonus, il apporte un petit cachet. Et il se tient très bien avec le XT5 comme avec les H. Alors bien sûr, les gros boîtiers et les X Pro aussi vont être très satisfaits avec ce produit-là, mais non, il ne faut pas te délaisser. Et je trouve que la com n'est pas assez appuyée sur ce modèle-là de la part de Sigma. Le BF, ça y va à fond, mais le 1740, c'est un peu dommage. Et pour flirter avec les limites des catégories, moi j'irais jusqu'au 56 mm f1.2 WR. Donc on pourrait citer après dans l'autre catégorie aussi des téléobjectifs. Mais je l'aime beaucoup, ce petit objectif. Alors petit, il n'est pas si petit que ça, c'est 445 grammes de mémoire. Mais pour faire du portrait, la version WR, je l'aime vraiment beaucoup. Elle n'est pas parfaite, l'autofocus n'est pas si silencieux que ça. Mais à pleine ouverture, sur les capteurs 40 millions de pixels, ça le fait. Justement, je fais la parenthèse, parce que moi je voulais mettre dans la rubrique juste après, mais ouais, le 56, faut pas oublier que la première version est encore disponible à l'achat. Pas beaucoup moins cher, mais par contre, on gagne énormément en compacité. En autofocus, moi j'ai vu la différence, mais en compacité, la différence est quand même à pointer. Oui, tout à fait. On continue avec la Helmut Alliance. Jean-Nicolas. En monture L, effectivement, on retrouve en fait ce qu'on avait déjà dit un peu en monture E. On a par exemple le 2870 de chez Sigma qui a 2.8 constant, qui est très bon. Après, il y a le 2460, en focale tronquée, certes, de chez Panasonic, mais qui a l'avantage de la compacité, qui a l'avantage de l'ouverture constante à 2.8, et qui remplace clairement pour moi le 2060 3556, que j'avais pas trop aimé malgré sa focale à 20 mm qui était très intéressante, notamment en archi. Mais j'avais jamais eu de feeling particulier avec celle-là, alors qu'avec le 24-60, on est quand même plus confort. Après, évidemment, on a le 35-1.2 de deuxième génération qui est absolument incontournable. Et puis, on a aussi le 24-70 2.8 de deuxième génération, et toujours de chez Sigma, qui décidément est assez incontournable dans cette sélection. Et vraiment... très très belles optiques de ce côté-là, donc clairement. Puis sinon, si on veut se faire encore plus plaisir au niveau budget, on a le 24-70 2.8 à sphérique chez Leica. Voilà. Pourquoi pas, après tout. Si on ne cite pas Leica, ce serait bien dommage. Oui. C'est pas un 24-90 ? Il y a là aussi le 24-90 qui est à ouverture. Qui ouvre à f2.8 2.8-2.8-4. C'est une ouverture variable, c'est ça. Ouais. Pour ça que je ne l'ai pas forcément dit, mais effectivement. Et après, je rejoins beaucoup Jean-Nicolas sur pas mal de choses. Il faut juste
bien rappeler que dans les rapports prix, il y a toujours aussi le 24-105 f4 qui reste quand même un best-seller. Estampillé macro. Voilà. Distancié, mise au point de 30 cm. Il est gros, je trouve. C'est ça le problème. Il mange à la cantine, oui, c'est sûr. Mais... c'est méchant. Non, mais après, ça va aussi avec les gabarits de la gamme S. Oui. Plus fin, je pense que ça n'aurait pas collé niveau prise en main. Je pense qu'on aurait été un peu perdant. Mais du coup, pourquoi est-ce que tu n'as pas cité le 24-200 justement de chez... c'est 28-200, pardon, de chez Pana. Parce que j'ai beaucoup de mal avec les ranges qui dépassent 5. J'ai beaucoup de mal avec les gros ranges. Je peux comprendre, mais la seule optique avec un range hyper polyvalent, hyper forte, ça sera chez OM, que je trouve assez intéressant, le 1200. Mais sinon, non, c'est pas l'optique que je conçois. Par contre, après, ceux qui ont le S5 2X ou le S1 R2, vraiment, n'oubliez pas le 28-45 1.8 constant. Ah oui. Pareil, faire de la pub pour le BF, ça y va. Mais le 28-45 là, ça y va pas non plus. Mais c'est vrai que chez Sigma, il y a ce 28-45 1.8 constant, qui vignette beaucoup, 8, mais après, qui propose quand même des résultats assez épatants et c'est assez rigolo à utiliser. Et n'oubliez pas le Sigma 65 mm f2 contemporain qui existe aussi en monturel. C'est vrai. Ne l'oubliez pas. Qui ira très bien sur un S9. Allez, micro 4 tiers, on continue. Micro 4 tiers, écoutez, j'ai deux optiques. Les deux sont signés d'Olympus d'ailleurs, c'est ça qui est rigolo. Il y a le 1240 f2.8 Pro 2 et il y a le 1245 f4. Alors certes, c'est pas très lumineux, mais j'aime beaucoup sa compacité, j'aime beaucoup son gabarit. En fait, c'est une optique qui est plaisante à utiliser parce que la bague de zoom est avec vraiment pile poil la bonne fluidité. Et moi, je l'avais testé notamment sur l'OM5 Mark II, du coup maintenant, sur l'OM3 aussi. Et c'est une optique qui est sympathique, on va dire, aux côtés du 1440 d'ailleurs, que j'aime beaucoup pour sa polyvalence. Donc tout ça, c'est un trio d'optiques que j'aime vraiment bien. Et sinon, côté Pana, on a le 1260. Alors certes, ouverture variable 3, 5, 5, 6, mais ce 1260, bon, il a ses mérites. Donc allons-y pour le citer. Et puis focal fixe 45 1.8 pour le bokeh, clairement, voilà. Ah oui, 45 à 8, meilleur achat à faire chez Olympus, je maintiens. Mais sauf que là, on n'est plus dans la catégorie, il est à 45, on est à 90, on a pas 90. Mais moi, je suis pressé d'y aller dans l'autre parce que j'ai plus de choses à dire. 85, tu peux y aller encore, mais 45, c'est mort. Non, après, pour rester dans les standards, après, dans les micro 4 tiers, il ne faut pas laisser tomber justement le 1200 F4, qui justement c'était mon favori. C'est un gros range, mais version pro. Version pro, F4 constant. Il est très épatant, il va contre les lois justement de la physique logique, c'est très très intéressant comme objectif. Et non, l'autre, je peux pas en parler. Et j'ai un trou. Si, et oui, et je reviens que justement toute cette gamme d'objectifs, il y avait le 45-1.2, mais 17-1.2 sont aussi des excellents. Je confirme, c'est vraiment des excellents ensembles très qualitatifs qui ouvrent des belles possibilités. Et c'est des objectifs qui sont quand même beaucoup plus adaptés à la gamme G9, la gamme GH et la gamme OM1. Oui, moi je vous rejoins. Le 1200 mm, c'était clairement mon chouchou. J'aime énormément aussi le 1240 f2.8, version 2, pour une distance minimale de mise au point de 20 cm. Et je peux vous assurer que c'est assez fantastique à utiliser. Et j'avais oublié que mon coup de cœur, c'était le 1245 f4. Justement. Oui, qu'a cité Jean-Nicolas. Là, je vous rejoins aussi sur un OM5 ou OM5 Mark II, c'est parfait. Ou même un OM10 qui veut monter en gamme sans changer le boîtier, c'est l'objectif. C'est vrai qu'il existe encore. Ah oui. Oui, alors feu Olympus, parce que oui, feu Olympus. Pas OM System. Oui, il n'est pas OM System. Ouais. Non, mais après, attention, augmentation de prix prévue sur ce modèle-là. Ok, allez, on change de catégorie. On attaque les longues focales à partir du 85 mm jusqu'à l'infini et au-delà. Ces objectifs plébiscités naturellement et entre autres pour la photo de sport et la photographie animalière. Dans cette famille de focales, il y a deux écoles, la team Focal Fix et la team Zoom. OM System a lancé un nouveau M-Zuico Digital ED 50-200 mm f2.8 IS Pro, une optique exceptionnelle qui ne trouve pas d'équivalent dans le monde du full frame. On écoute Thierry Bourque d'OM Digital Solutions nous en parler. C'est une optique unique, clairement. C'est une optique qui, effectivement, dans le format que l'on utilise, correspond à un 50-200 en 2.8 constant. Et quand on parle d'objectif unique, en fait, ça correspond à un 100-400 en 2.8 constant,
stabilisé avec une distance de mise au point minimum de 78 cm, donc ce qui offre énormément de perspectives dans beaucoup d'univers photographiques. C'est un produit que nous, on présente énormément dans la polyvalence d'usage, puisqu'on est capable de couvrir aussi bien de la photo animalière que de la photo nature. Habituellement, sur les longues focales, on parle beaucoup de proxy photo, mais ce produit-là, il peut aller jusqu'à faire de la macro, puisqu'il est également compatible avec nos téléconvertisseurs. Donc, si on utilise le MC20, donc le doubleur de focale de chez nous, monté sur cette optique, on va dépasser la proxy, puisqu'on est capable de faire de la macro-photographie avec un rapport 1:1. Cette optique s'adresse principalement à des photographes nature, mais on ouvre effectivement la porte à des domaines différents. On pense au sport de nature, on pense au ski, on pense au VTT. Ce sont également des activités que l'on peut couvrir dans le domaine professionnel avec cette optique, puisqu'encore une fois, cette optique va être identifiée en IP53, donc qui est un indice de protection qui donne la véritable note de la tropicalisation que ce produit peut proposer, associé à l'ensemble de notre gamme, donc l'OM1, parfaitement adapté également sur un mode rafale pouvant couvrir en AF continu du 50 images par seconde, puisqu'il fait partie de notre gamme professionnelle. Et cette optique, dans sa conception, a également été conçue pour compléter le 150-400, 4.5. Donc, en fait, le binôme, ce qu'on appelle chez nous les grands blancs, donc peuvent couvrir l'usage parfait pour les photographes animaliers et nature. Sans oublier que cette optique intègre également un stabilisateur optique qui va venir donc se coupler avec le stabilisateur du boîtier. Donc, chez nous, on parle de synchronisation IS, de manière à garantir des valeurs très importantes. Donc là, on parle de 8,5 stops de stabilisation. Donc, on peut faire des photos, pour l'avoir testé, hein, on peut être un équivalent 400 mm et faire des photos à 1 seconde à main levée grâce à cette stabilisation et donc cette synchronisation avec le boîtier. La compacité et la légèreté font vraiment partie de notre cheval de bataille. Aujourd'hui, on le voit à la recherche première. Avant même de parler de technique sur un boîtier, les gens cherchent le poids et l'encombrement. Donc effectivement, cette optique fait à peine 1 kg. Si je veux être précis, elle fait 1,76 kg. Et en termes de compacité, elle est juste incroyable. Et bien sûr, tout ça, c'est adapté à notre système. Nous, on aime bien parler de système chez nous et pas uniquement d'un élément. Donc le système permet de partir ultra compact et léger. Et cette optique est, à mon avis, la quintessence de ce qu'on sait faire en micro 4/3. Allez, c'est parti pour les sélections produits dans l'univers des longues focales. Jean-Nicolas, je te donne la parole sur la monture Sony E. Il y en a trop, Oui, mais fais des choix. Alors, au niveau focal fixe, moi, je vais citer directement le 135 1.4 DG Art de Sigma, qui est juste extraordinaire. Plaisir à Benjamin avec voilà. ça. Et après, au niveau des zooms, c'est là où justement, je trouve qu'il y en a trop, parce que là, alors, il y a le Tamron 70-180 f2.8 VXD que j'adore. Hands down, franchement, c'est une des meilleures optiques avec meilleur rapport qualité-prix, toute monture confondue, toute longueur focale confondue. Il y a le 70-200 f2.8 GM2 qui pour moi est le meilleur téléobjectif. Pas tout à fait le même 70-200. Non, c'est pas le même range, hein, voilà. Mais après, il y a aussi le il y a aussi le Sony 50-150 f2 GM qui est frappadingue. Alors là, clairement, en termes de gabarit et de prix, on est sur une autre catégorie, mais elle est vraiment à prendre en considération, surtout pour les photographes corporate, les photographes de mariage qui ont le budget pour mettre cette optique-là. Et puis après, au niveau des coups de cœur, il y en a deux. C'est le 28-200 qui a été remplacé d'ailleurs par le 25-200 cette année de Tamron, qui est extrêmement prometteur. Moi, j'adore ce genre d'optique. Et la possibilité d'avoir du 2.8 quand on est au grand angle, c'est très plaisant. Et après, à l'opposé, toujours chez Tamron, on a le 50-400 et aussi le 50-300, d'ailleurs, son petit frère. Alors certes, c'est pas méga lumineux, mais le range qu'on a, la polyvalence sur le terrain qu'on a avec ce type d'optique, moi, tout simplement, j'adore. Mathieu, un peu de nuance. Oui, mais ça va pas être très original parce que pour moi, en téléobjectif à prix très intéressant, faut pas laisser tomber le 85-1.8 de chez Sony FE qui est vraiment un classique avec une excellente qualité d'image, rapport prix. Là, vous allez surtout pas vous tromper, vous aurez une excellente focale. Que vous soyez en
plein format comme en APS-C. Et on va dire, en termes de coup de cœur, je vais pas être original du tout. Parce que de toute façon, ça va être le fameux Goldmaster 2 70-200 de 8 qu'on loue énormément, exceptionnel. qu'on voit au niveau des rendus, pour l'avoir testé dans des conditions un peu pénibles aussi, avec des très mauvaises lumières. C'est un objectif, moi, qui m'a toujours épaté. Je trouve que son tarif est largement expliqué. Alors après, par contre, pour la meilleure des optiques en Sony que j'ai testé, ça reste le 600 f4. Il est étonnamment léger pour ses 4,5 kg, il se tient super bien. Et alors, testé sur un A9 II, l'autofocus est quand même assez incroyable. C'est marrant que tu parles du 600 f4 parce qu'il y a aussi le 500 f5.6 de mémoire de chez Sigma. Oui, merci de le citer. Qui est un immense coup de cœur de l'édition 2024 de Montier-Ander. Parce que le piqué est frappadingue, le bokeh est d'une douceur mais impressionnante pour l'animalier, c'est un rêve. Et surtout, pour la première fois, depuis quand un tel objectif, c'est aussi léger et compact, surtout à ces longueurs focales-là. Moi qui justement est souvent, j'ai douleur au cou, pour le coup, là j'en ai pas eu avec cette optique-là, parce que toutes les lentilles sont ramenées super à l'arrière, c'est un confort. Et juste au niveau des performances, au niveau du bokeh, incroyable. Non, mais il faut le citer, c'est superbe. Et il va revenir en monturel de toute façon. Et j'avais quand même espoir que ça pousse un peu les marques à justement arrêter de faire toujours du 2.8 ou du 4, 2.8-4, et justement aller justement sur du 5.6 et des diaphragmes un peu plus fermés. Bon, pour l'instant, ils sont tous un peu timides, mais au moins, Sigma a mis un peu la tendance et à voir pour la suite. Tiens, en parlant de diaph un tout petit peu plus fermé, moi j'ai une alternative à ton optique à portrait, le 85-1.8 avec le Sigma et Contemporary 90 mm f2.8. Alors c'est pas hyper lumineux, mais c'est tout petit. C'est très abordable, 640 €. On est dans du plein format, attention. Ce sera aussi intéressant en APS-C. Faut pas l'oublier. Ouais, après, entre 1.8 et 2, il n'y a pas un gros écart. 1.8, 2.8, non. Il n'y a pas un énorme écart, mais voilà, on n'y pense pas forcément, en tout cas, cette optique-là. Je trouve qu'elle est souvent un petit peu oubliée aussi. Ce qu'il faut se dire, c'est que pour un prix très proche, parce qu'en fait, le 85-8 est encore moins cher, mais par contre, c'est vrai que la qualité de fabrication extérieure est beaucoup plus légère. Tout métal, alors voilà, les petits bouchons aimantés. Le type I, de chez Sigma est entièrement de métal. diaph, et le pare-soleil métal est aussi très, très appréciable. Voilà, c'est une autre sensation. Et puis moi, mon coup de cœur demeure. Alors oui, il y a le 135 mm 1.4 qui est sorti chez Sigma. J'ai pas encore eu l'occasion de l'essayer, mais le poids me fait un peu peur. J'ai toujours énormément aimé le 135 1.8 Sony, qui est vieux. G-Master, il est vieux, oui. Mais alors, il a une patte, une colorimétrie, un bokeh. Enfin, moi, c'est une optique qui demeure incontournable. Dans les vieux pots qu'on fait les bonnes confitures. Allez, on oublie Sigma et on attaque la monture Canon RF. Jean-Nicolas. Écoute, il y a le 135 1.8. Justement, on parlait de pattes tout à l'heure. Là, clairement, on est dessus. Alors, stabilisé en plus. Stabilisé, voilà. Malheureusement, c'est une optique qui est très chère. Clairement, on peut pas le nier. Mais optiquement parlant, elle est quand même assez géniale. Et les images qu'elle permet de capturer sont assez dingos. Et après, du côté des zooms, étant donné que la monture RF, on l'a déjà dit quand même pas mal de fois, mais on a moins de choix. En fait, on a le 70-200 f4 que j'aime vraiment beaucoup pour sa compacité, parce que vous mettez à côté d'une canette de Coca, enfin les canettes nouvelle génération, la plus fine, plus haute, en fait, c'est la même chose. Donc c'est tout compact. À 70 mm, oui. C'est ça, oui. Alors, évidemment, c'est pas un gabarit constant, ça c'est sans surprise. Mais j'ai adoré utiliser cette optique, juste un poil cher pour du f4, clairement, mais quand même beaucoup moins que la version 70-200 2.8, qui elle aussi était gabarit variable, la première génération j'entends, et qui était quand même un peu bien grosse et surtout bien chère. Et après, et pas compatible avec les convertisseurs. Et c'est ça, et c'est là où le bas blesse, c'est qu'en fait, pour avoir du 70-200 2.8 stabilisé Canon, maintenant il faut aller sur le 70-200 Z, et alors qui optiquement est incroyable, qui est super bon aussi pour de la vidéo parce que la progressivité de la motorisation, etc., c'est génial. Mais effectivement, le tarot est quand même dingue pour une optique de ce calibre. Donc bon, voilà, avec un petit bémol à la clé quand même de ce côté-là. Mathieu. En fait, on a tout dit là pour les questions rapport qualité-prix. Et après, en coup de cœur, de toute façon, sur les ultra télé, moi, chez Canon en RS, ça va pas être sur le 70-200, ça va plus être sur le 100-500, parce que 100-500, on a quand même une qualité d'image et une puissance de zoom. Il est génial. C'est très intéressant, aussi bien sur un R7 que sur un R5 que sur plein de produits.
prendre quand même des boîtiers avec des bonnes prises en main, puisque l'objectif a un certain poids et Il se déploie aussi. Voilà, il se déploie quand même sur une surface quand même qui est assez importante. Par contre, dans le meilleur des meilleurs, je tiens quand même à parler du 100-300. 100-300 des Et oui, parce que là, quand certains même- ont 12 000 € à dépenser comme exactement. Personne non, ne oui. parle du 1200 mm, je comprends pas. Ah, mais C'est pas assez polyvalent, en fait, c'est ça le problème. Non, mais alors, Non, le puis- 100-300, moi, j'ai fait des photos de breakdance dans une salle très peu illuminée en intérieur, mais c'est juste Ah oui, incroyable. oui. Ouais. Non, c'est l'objectif est très très impressionnant. Après, pour revenir au RF 1200, je préfère acheter le 600 et mettre le doubleur moi-même au lieu qu'il soit directement intégré, parce que Habile. ça fait un peu cher le doubleur en fait, hein, parce que quand on regarde la formule optique, c'est juste le 600 avec le doubleur mis au cul, hein, ce n'est que ça. Mais non, 100-500 et coup de cœur quand même pour ce 100-300 de 8 qui est quand même Ouais, qui est meilleur magnifique. prix, pas coup de cœur, meilleur prix. Oui, et à l'autre extrême, de prix et de focale, moi je rappellerai juste l'existence du 85 mm f2 macro. J'ai parlé du 35 mm f1.8 macro. Bon, il a le mérite d'exister. C'est pas la meilleure des optiques, mais si on débute en plein format, qu'on veut une optique macro qui n'est pas au rapport 1:1, mais qui permet quand même d'aller assez proche, qui vaut 700 balles, je pense que ça vaut le coup. On va y venir au macro, de toute façon. C'est la dernière catégorie de ce guide. On passe à la monture Nikon Z, Jean-Nicolas. Tamron 70-180 Bah, f2.8. voyons. Voilà, c'est fait. Non, mais meilleur rapport qualité-prix, tout court. Aussi bonne en monture E qu'en monture Z. Mais en plus, vous pouvez monter à des rafales à 120 images par seconde si vous êtes, par exemple, avec un Z6 III. Je l'ai fait. Et ce qui est hyper rigolo, c'est que j'avais une rafale, en fait, avec une voiture de sport qui arrivait, genre, bien vite. Et en fait, j'ai fait un dézoom que l'on pourrait qualifier de gros bâtard. Et en fait, il a décroché l'autofocus parce que en fait, mon dézoom était trop brutal alors que la rafale à 120 images par seconde était en cours. Et pour autant, il a réussi à rattraper en fait sa mise au point. Donc, sur une rafale de ce qui est quasiment 150 images, j'en ai juste une quinzaine qui sont floues. Donc, kudos à Tamron et à Nikon sur ce coup. Donc, clairement, recommandation et les yeux fermés. Et après, sinon, on a le 70-200 2.8 VRS qui est incontournable, même s'il est bien gros, bien lourd, bien cher. Là oui. Voilà, Une version 2 serait pas du luxe. Beau bébé, on l'attend, hein, clairement. Et puis sinon, j'avais envie de citer aussi le 600 mm f4 avec téléconvertisseur intégré, qui est une belle bestiole là aussi, hein, mais clairement, si on aime les longues focales, si on aime l'animalier, notamment le sport, et qu'on a le budget pour, accessoirement, c'est une très très belle optique. Après, en monture Z, moi, de toute façon, le coup de cœur restera sur le 70-182.8 en version Nikon, monture Nikon. La finition est quand même vraiment meilleure. Par contre, pour le rapport prix, j'insiste sur le 85-1.8. Nikon a toujours été très 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 fort sur les 85 mm, a toujours eu des rapports prix vraiment imbattables. Et je pèse mes mots, ça reste quand même le meilleur 85 mm 1.8 du marché et depuis longtemps. Et la FS était bon et la FD était excellent aussi. Et ça, c'est vraiment l'achat quand on est en Z à faire absolument APC comme plein format. Après, quand on a un peu budget illimité, pas besoin forcément d'aller sur le 600 F4 avec multiplicateur. Le 600 6.3 se soulève très très bien. C'est vrai. Alors, C'est vrai. bon, je l'ai testé avec un DF et bon, je pense que j'aurais préféré tester avec un boîtier plus adapté parce que sur le DF, c'était quand même pas agréable. Je l'avais oublié, le DF, dis donc. Ça nous ramène. Oui, j'ai dit DF, mais c'était ZF que je voulais dire. Ah oui, non. Oh, la mauvaise souvenir du DF. Non, sur le ZF, le ZF. Après, il y a aussi le Viltrox 135 1.8 qu'on n'a pas cité. Mais alors, lui, pour le coup, j'ai vraiment envie de le mettre là. Parce que, on le disait en monture E, c'est tout aussi valable en monture Z. Et juste magnifique optique. Et justement, sans avoir à vider son PEL pour l'acquérir. Bah, comme moi, j'ai un PEL plein à craquer, un budget limité, je vais sur le Plena. Forcément. Moi qui aime beaucoup cette focale et cette ouverture, je trouve que alors là, pour le coup, c'est vraiment somptueux. Et sinon, j'aime beaucoup aussi le 180-600 quand même. Le zoom 180-600 qui me rappelle le 200-500 réflexe, qui est un truc un petit peu à tout faire, polyvalent. Moi, ça me plaît assez. Ouais. Il est très bien équilibré, il est très agréable à prendre en main, je confirme. Ouais, 2000 et quelques euros, ok, c'est pas donné, mais ça va. C'est qu'en fait, c'est pas donné parce que je trouve quand même que au même prix, on a le Sony en FE qui est quand même bien mieux construit. Oui, mais là, on a monture Z. Monture Z, ouais. Oui. Allez, on continue. On passe chez Fujifilm
avec la monture X sur ses longues focales, Jean-Nicolas. Alors, en longue focale, moi j'aime bien le 70-300 f4.5.6, stabilisé, tropicalisé d'ailleurs, franchement, belle optique, mais après, mon coup de cœur, mon chouchou absolument incontournable, malgré son âge canonique, c'est évidemment le 50-140 2.8, qui a un bokeh qui est presque tournoyant, c'est ça qui est très drôle. Ça Elle a tourbillonne. oui, ça tourbillonne, mais j'aime beaucoup l'effet que ça produit, l'autofocus, et malgré tout, il demeure très bon. Non, c'est une superbe optique. Ah oui, carrément. Juste un petit peu lourde. C'est ça, il est lourd. Encombrante. Bon, un ch'touille cher aussi, un tout petit peu. Bon, mais clairement, enfin, j'adore cette optique. Dès que j'ai du matos Fuji, justement, je la prends avec moi parce que elle fera pas dingue. Voilà. Et après, de toute façon, oui, il est dans mes coups de cœur, justement, cet objectif-là. Après, dans les fixes, moi, je conseille, donc, enfin, on en avait parlé vite fait, hein, c'est le 56 1.2, où justement, vous avez cette version WR quand même qui est un peu imposant de par justement cette tropicalisation. Ne pas oublier qu'il reste la version non tropicalisée encore disponible en neuf, un petit peu moins cher. Un peu plus bruyante en AF. Oui, Un peu bruyante en AF. Et après, il ne faut pas oublier qu'il y a une version, et en fait, je cherchais, mais j'ai oublié enfin, je n'ai pas retrouvé le nom. Il existe une autre version du 56 1.2 avec un piqué encore plus prononcé. Avec apodisation. Voilà, avec justement ce fameux filtre un petit peu particulier qui vous fait perdre en luminosité. APD. Voilà. Et alors, elle n'existe plus en neuf, elle n'est plus distribuée en neuf. Par contre, en termes de différence de piqué, c'est quand même notable. Par contre, alors, grosse perte d'autofocus, parce que là, le filtre qui est à l'intérieur, il fait vraiment perdre beaucoup de lumière. Mais non, après, enfin, le 50-140 n'est pas vraiment un coup de cœur, ça reste vraiment pour moi l'optique à acheter, mais le coup de cœur reste sur le 90 f2 qui propose quand même des flous d'arrière-plan, des bokeh quand même incroyables. C'est quand même quelque chose quand même une excellente optique. Mais et après, par contre, j'ai pas vraiment chez Fuji dans les ultra télé le meilleur des meilleurs, parce que pour avoir testé le 500, 5.6, ça reste en effet une excellente optique. Et le 200 f2 aussi, mais c'est des objectifs qui me laissent beaucoup sur ma faim. En fait, un 200 f2, je n'arrive pas à l'exploiter plus que ça. Et le 500 5.6 aussi, je trouve que cette formule 750 mm bloque quand même énormément. Il y a peut-être le premier 100-400 qui mériterait d'être revu aussi. C'est une optique que j'aime énormément en monture X. Et pareil, encore un peu trop encombrante. Elle mériterait une version 2. Et pour proposer une autre version d'un zoom abordable, moi je préfère le 55-200 f3.5 4.8 RLM OIS qui vaut 800 €. Tu parles du 75-300 Jean-Nicolas qui est très très bien aussi. Je préfère celle-ci, un brin plus lumineuse et assez étonnante au niveau des performances. Puis le coup de cœur, tu me l'as subtilisé. On a le même, le 90 mm f2, vieillissant, AF perfectible, mais alors qualité d'image, c'est époustouflante. Oui. On continue avec la monture L et mon petit doigt me dit qu'il va être question de Sigma dans cette catégorie. Jean-Nicolas. Alors effectivement, Sigma qui est bien présent. On a le 70-200 2.8 qui est sympathique. On a un petit 306 en f4 aussi qui est à mentionner dans les longues focales et qui est plutôt plaisant, n'est-ce pas? Donc non, clairement, c'est des optiques qui sont extrêmement solides. Et c'est vrai que le 300-600, à condition de pouvoir l'obtenir, est assez dingo. Et après, dans les plus classiques, en fait, c'est ça le problème, c'est que en monture L, en 70-200, j'ai pas vraiment de coup de cœur, en fait. Parce que le Lumix 70-200 f2.8, oui, mais bon. Et le 70-300, f4.5.6, bof. Je préfère limite le 100-400 f5.6.3 en Sigma. Et puis, sinon, en fait, on revient à ce que je disais avec le 70-200 de Sigma ou le 70-200 de Leica. En fait, c'est le même objectif, juste elle a été rebadgée avec un fût en métal qui est une très très belle optique. Alors, un peu grosse, un peu lourde, effectivement, ça c'est ses deux défauts, mais avec des performances optiques très solides et un très beau bokeh et un autofocus qui est bien réactif en monture E et en monture L. Voilà. Pour ma part, sans grande originalité, le 85-1.8, il se défend extrêmement bien sur cet objectif-là. Mais après, ne pas oublier le tout nouveau 100-500. Ouais. Et là, c'est peut-être plus dans les coups de cœur et aussi dans le meilleur des meilleurs. Mais même encore, il n'est pas si cher que ça pour ce que c'est.
Et non, là, ils sont arrivés avec 6500 un peu par surprise, on s'y attendait pas trop. Et quand Il y c'est avait vrai un que- manque quand même. Enfin, Ben, comblé par Sigma. Voilà, Mais on va comblé par dire, Sigma, c'est dans la ça. gamme Lumix S, ça manquait clairement de longue focale. En fait, il faut oublier que tous les possesseurs de Panasonic ne veulent pas forcément aller chez Sigma, ou pour eux, Sigma n'est pas forcément toujours la solution, excepté sur le 70-200 et les 24-70. Mais sur justement l'ultra téléobjectif, là, ça fait vraiment plaisir et on a des bons retours utilisateurs. Puis même en termes de vente, là, c'est assez étonnant comme objectif. Je ne m'attendais pas à une telle ampleur des utilisateurs. En tout cas, mon coup de cœur, moi, il est du côté de chez Sigma, avec le 150-600, qu'on a tendance à oublier, qui était un best-seller en réflexe, qu'il est encore en version hybride chez Sony ou en monturel. Et c'est une optique que j'ai adoré utiliser. Franchement, c'est hyper bien construit. La qualité d'image est superlative. On peut même utiliser les convertisseurs si on le souhaite, avec AF, toujours. Donc, pour 1400 et quelques euros, je trouve que c'est un super rapport qualité-prix. Et qu'est-ce que tu penses du Bigma, le 6600? Moi, je l'aime pas, parce ben, qu'il c'est est pas mal. beaucoup trop lourd. Je, mais... je suis pas dans le profil, je crois, d'utilisateur. Pour avoir parlé avec des photographes de meeting aérien, Ah c'est oui, un voilà. incontournable et c'est une super optique pour ça. Moi, je suis plus vraiment 150-600, Ouais. quitte à, je l'avais essayé sur un Safari, quitte à doubler avec un second boîtier et une optique avec un 24-70 par exemple. Mais le 150-600, je trouve que vraiment c'est formidable, quoi. Et le 6600, c'est meeting aérien et certains cas de photos animalières en affût. Parce que Ah bah quand oui. par exemple vous voulez Si faire la un bête affût, approche trop près, oui. c'est exactement ça et c'est principalement les deux utilisateurs de ce genre d'objectif. Hein, parce Et en qu'après, affût on a un parce que l'ouverture est quand même pas terrible, quoi. oui, bon après il faut que le boîtier suive derrière. Ouais. Mais alors, par contre avec les bagues d'adaptation, ça suit plutôt bien hein, quand même. J'ai toujours été un peu étonné, hein. Même 150-600 première génération, si vous avez peur de mettre la bague d'adaptation Nikon ou Canon sur votre nouvel hybride, n'ayez pas peur, hein, ça marche étonnamment bien. Bon. Pour terminer, micro 4 tiers, Jean-Nicolas. Alors, je sais qu'en micro 4 tiers, vous m'attendez sur le 50-200-2.8 IS Pro, c'est évident. Mais indépendamment de cette optique, moi, j'ai un petit coup de cœur pour une optique pour deux optiques même, qui sont assez anciennes. Et la première, c'est le 75-1.8, qui continue d'avoir un magnifique, à la fois un très très beau piqué et un très beau bokeh. Et donc unique, clairement 1000 € neuf environ, franchement, c'est ça. Non, ça vaut le super. coup. Hein. C'est ça, donc en occasion, c'est ultra abordable et franchement, c'est un vrai bonheur. Et sinon, on a aussi, toujours chez Olympus, le 40-150 f2.8 Pro. Ne dites plus Olympus. Hein. Bah non, du coup, oui, Ouais. elle est brandée Mais elle est Olympus, brandée du Olympus, coup, ouais. pas le choix. En attendant qu'elle soit rebaptisée. Quoique si, d'ailleurs, justement, c'est le cas. Ils l'ont passé en OM System. Donc, l'OM System 40-150 2.8 Pro, qui est vraiment magnifique optique. Moi, je l'ai énormément aimé à Montier-Ander l'année dernière parce que j'ai envie de quelque chose de polyvalent, lumineux et léger. Et avec un OM1 Mark II, ça suit impeccablement la cadence. Et franchement, je l'aime beaucoup, vraiment. Alors, mais c'est ennuyeux parce que je suis sur la même ligne que Jean-Nicolas. Après, il faut. Vous êtes chiant. Non, mais alors par contre, n'oublions pas. Monsieur, N'oublions pas quand même la version F4 constante du 40-150 qui est quand même. Catégorie pro. C'est vrai, Étonnamment qui est pas quand même- stable, mais voilà. excellente aussi. Et pour une fois, pour citer Panasonic, hein, le 100-400 Leica est yes. quand même assez extraordinaire. Hein, niveau qualité, fabrication, utilisation, légèreté. Il a quand même tout pour plaire et même le tarif, je le trouve logique et abordable. Plus que justement un OM, un 150-400. Je préfère aller sur un 100-400 en Leica. Je trouve que c'est quand même bien mieux fini. Oui, moi aussi 100-400, mais équivalent 100-400 chez Leica, toujours pour la gamme Lumix G, on va dire. C'est le 50-200 f2.8.4. Voilà, moi, toute la gamme des zooms f2.8.4, la 8-18, 12-60 et 50-200, je la trouve vraiment assez fantastique à l'emploi. Et sinon, je rejoins Jean-Nicolas. Hein, franchement, le zoom f2.8 chez OM System. 50-140 non, 40-150. 40-150, ouais. C'est l'inverse de Fuji. Voilà. Oui. 40, exactement. On Mais- va garder, il faut s'y habituer à tout ça. Mais elle est extraordinaire, cette optique. Le 40-150, c'est quand même une excellente fabrication en métal. C'est aussi la bague mise au point rétractable rapidement. Donc, c'est le vous clutch. tirez en arrière, ça passe en mise au point manuel. Et ce pare-soleil qui a fait crier plus d'un client parce qu'il fallait bien le régler dès le début, mais le pare-soleil est rétractable sur lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, Exact. vous avez
avez un petit push à faire et le pare-soleil rentre sur lui-même. Ça permet de le dégainer, le rentrer super rapidement. Ça reste un peu, pas fragile, mais il faut quand même faire un peu attention et apprendre à le maîtriser. Et il y a un petit collier de pied qui fournit. Petit collier de pied qui est bien pour la déco. Parce que je vois pas trop l'intérêt. Si tu veux faire de la haute résolution avec les boîtiers OM System sur pied. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Ou avec le multiplicateur, en effet. Là, ça déséquilibre un petit peu, mais l'optique est tellement légère et bien fabriquée. Et puis, c'est un vrai plaisir. Puis, ça fait équivalent 80-300 de 8 constants. Aller trouver ça en plein format, ça n'existe pas. Bon, allez, pour finir, on s'intéresse aux objectifs macro, très utilisés en photo de nature, pour de la faune, de la flore, mais aussi en studio, sur du packshot, voire même en portrait. Même si les constructeurs font beaucoup d'efforts pour réduire les distances minimales de mise au point sur leurs objectifs, les objectifs réellement notés macro sont conçus pour cet usage et permettent d'obtenir des rapports de grossissement de 1 pour 1, voire au-delà. C'est d'ailleurs l'une des promesses du nouveau Sony FE 100 mm f2.8 Macro G Master, et on écoute Fabrice Abuaf de Sony France nous en parler. C'est vrai qu'un 100 mm en macro, c'est une focale connue. Ce qui est intéressant, c'est ce que les ingénieurs en ont fait de ce 100 mm, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas juste cantonnés à fabriquer un très bon 100 mm macro optiquement. Ils y ont ajouté des systèmes de motorisation autofocus et de stabilisation dernière génération, des choses qui sont brevetées chez nous, comme des moteurs linéaires magnétiques, qui est vraiment le système autofocus le plus performant. C'est-à-dire qu'en fait, la performance de l'optique, ce n'est pas juste la qualité optique, c'est le combo électromécanique plus optique. Et ce qu'ont fait les ingénieurs pour aller encore plus loin, parce qu'en macro, la problématique de distance au sujet est complètement stratégique, c'est qu'on a rendu ce 100 mm macro en montureux compatible avec nos téléconvertisseurs, qui sont aussi optiquement exceptionnels. Ce qui veut dire que, en gros, pour une macro, on va dire 1.1, donc on va jusqu'à 1,4 fois en natif, mais pour une macro à 1.1, on va pouvoir être jusqu'à plus de 20 cm du sujet si on met un convertisseur de focale. Donc ça rend la pratique de la macro encore plus facile, encore plus polyvalente pour des sujets extrêmement petits, puisqu'on peut aller aussi jusqu'à un grossissement de 2,8 fois avec le doubleur. Donc c'est vraiment, encore une fois, les ingénieurs opticiens, électromécaniciens de chez Sony qui vont pousser jusqu'au maximum de la technologie pour permettre d'avoir une expérience pour les photographes passionnés de macro encore meilleure, à main levée, avec suivi du sujet en autofocus, avec bien sûr les boîtiers qui vont bien, notamment avec l'IA pour la reconnaissance des sujets et des insectes par exemple. Bon, allez, on attaque. Recommandation produit Jean-Nicolas pour l'exercice de la macro en monture Sony. Bah écoute, très clairement, le 100 mm macro oui. de Sony, il est un peu incontournable. Donc on va faire vite là-dessus. Moi, j'ai envie de faire un petit coucou du côté de Laowa parce que le probe. Alors il y a le probe, évidemment. C'est une gamme en fait. C'est ça. Il y a même les zoom probes maintenant. Ouais, alors là, c'est encore plus délirant. Mais de manière plus classique, on a par exemple, entre autres références, le 90 mm macro f2.8 2x ultra macro qui est hyper satisfaisant. Sans autofocus. C'est ça, sans autofocus, mais un rapport de grossissement de 2/1. Donc c'est très détaillé, c'est très impressionnant et le bokeh est frappadingue, donc gros coup de cœur. Et après aussi, chez Sigma, on a le 105 mm f2.8 qui offre un excellent rapport qualité-prix. Gamme art. Donc, alors, ok, c'est le portage d'une optique réflexe, donc effectivement, voilà. Mais on a une macro 1.1, on a un bon rapport qualité-prix, donc voilà, j'avais envie de les citer, tout simplement. Et alors, là, en termes d'objectifs macro, c'est vrai qu'on va être très restreint. Et de toute façon, là où je vais vous rejoindre, de toute façon, moi, mes coups de cœur iront toujours sur le Laowa Probe tant que la monture est compatible. Que ce soit le Probe, le Peri-Probe, le Zoom Probe, toutes les versions du Probe, je trouve que ça... Tu la probes. Je la probe. Je la probe. complètement. Non, je trouve que c'est très créatif, ça permet de... Enfin, ça libère beaucoup de choses. Enfin, c'est quand Pas même des très objectifs... ergonomique quand même, un peu compliqué à utiliser. Ah, Faut quand même mettre les petites lignes là. Hein. Oui, mais après, on reste dans la macro et l'utilisation de cet objectif-là, normalement, c'est pas dédié à n'importe quel utilisateur d'objet. Enfin, Donc en le macro. preneur de son peut te le choper en croyant que c'est un micro. Exactement. Non, après, pour chez Sony, n'oubliez pas que oui, le 100 est arrivé, le 100 est disponible dans certains magasins. Positionnez-vous d'ailleurs, peu importe la boutique, parce que le 100 est très
très, très demandé. N'oubliez pas que le 90, du coup, maintenant est disponible et va bientôt baisser en tarif. Et il était quand même excellent, hein. Après, moi, c'est pas, je ne m'attendais pas à un remplaçant, mais je n'avais pas trop de raison de dire il faut absolument remplacer cette année le 90. Il y a le 90 de Tamron aussi, un peu, qui va dans ce, Oui, c'est dans ce vrai, sens-là. bien sûr. Et ben, complètement. Il faut souvent le rappeler, celui-là, il est important et il est excellent. Seul 90. focal fixe de Tamron, d'ailleurs, en monture même tout court. Donc, du coup, non, très très belle optique. Oui, puis 90, ils le suivent depuis quand même maintenant plusieurs décennies et ils l'ont jamais trop raté, hein. Bon. Monture Canon RF, Jean-Nicolas. Il y a moins de choix en monture Canon RF, donc du coup, ça va être simple. Donc, le probe, on doit pouvoir le trouver en monture Canon RF. Ouais, hein. mais bien sûr. mais flemme. Non, moi je vais reprendre le 90 mm macro. Après, il y a le 65 mm macro aussi, Laowa, donc toujours la même chose. Et sinon, moi, mon gros coup de cœur, meilleure performance optique, tout ce que vous voulez, c'est le 100 mm f2.8 macro qui succède à une optique que j'ai eue d'ailleurs en monture EF, qui était déjà frappadingue. Mais en plus, là, en monture RF, à passage hybride, on a une bague SA Control qui permet de modifier le rendu du bokeh. Et justement, c'était la première optique, on va dire, créative chez Canon, pardon. Et non, je l'aime vraiment énormément. Avec un rapport 1.4. Hein. Avec un rapport 1.4, exactement. Et puis après, on avait déjà cité tout à l'heure le 85 f2. On le retrouve là, cette fois-ci, dans la catégorie macro. Donc, ok, c'est la macro 1.2, mais elle fait bien l'affaire et elle a un tarot qui est pas trop élevé non plus. Donc allons-y. Tu vas par le probe. Autre chose On a fait le tour. Non, mais n'oublions pas, on en a parlé en tout début, hein, le 35, 1.8 macro, oui. APS-C, plein format, c'est très drôle, c'est sympa, ça ouvre beaucoup de possibilités. Et je maintiens en effet que le 100 macro de 8 là est incroyable. Et... Un brin long quand même par rapport à la version réflexe, mais, oui, mais il faut du fait de cette bague. Et c'est vrai que la créativité l'emporte et vous avez tout à fait. Mais justement, je trouve ça très drôle que Canon soit aussi foufou justement d'avoir mis ça là-dedans. C'est bravo. Ils nous surprennent. Hein. Non, mais c'est très bien. Hein. Non, c'est cette vieille marque commence à se rajeunir un petit peu, c'est bien. Oh la balle perdue. Allez, la monture Z, Ne portez pas du Canon à la Roche-sur-Yon. Il y a des balles perdues qui traînent. Non, tout le monde a droit à sa balle perdue normalement. C'est beau. On y va. Monture Z, écoute, là aussi, le Laowa 90 mm ou le 65 mm, donc on passe. Je sais pas si vous saviez, mais il y a aussi des optiques probe. On n'en a pas parlé du tout, mais elles sont vachement drôles. Donc j'avais envie d'en parler. J'aimerais bien qu'on consacre un petit quart d'heure là-dessus. Elles sont monture Z. Hein. Elles sont monture Z. On a dit qu'elles étaient étanches, qu'on peut les mettre dans des verres d'eau. Oui. Alors, pas elles sont entièrement même équipées de LED. Tu vois, on peut faire des petites soirées disco avec attention, vous pouvez la mettre en partie immergée jusqu'à la prise USB. Parce qu'il y a une prise USB. Parce que bien sûr, la LED ne s'active que par une petite prise USB. Donc il vous faudra un power bank pas confondre avec un allume-cigare. Ah non. Confondre une LED et un allume-cigare, non, effectivement. Non, un probe. Pardon, excuse-moi. Oui. Là, après, plus sérieusement, on a le Tamron 90 mm macro. En fait, je l'avais pas cité en monture E parce que je l'ai gardé en monture Z sous le coude parce que effectivement, aux côtés du 105 macro de chez Nikon, on a le 90 mm macro qui offre vraiment d'excellentes performances optiques, qui est compact d'ailleurs, franchement, et qui a un tarot qui est tout à fait attractif. Donc, non, vraiment mon gros coup de cœur et meilleur rapport qualité-prix va sur cette optique-là. Ah non, en rapport prix, il faut pas oublier le 50 macro de 8 justement qui va venir venir un peu le pendant du 35 mm Canon. Qui permet aussi aux possesseurs d'APS-C d'avoir quand même quelque chose de plus manipulable et de plus facile à gérer parce qu'en APS-C avec le 100 macro, ça a commencé à être un petit peu. La seule chose avec cette optique-là, c'est qu'en fait, quand on est à faible distance de mise au point, elle s'allonge en fait. L'intérieur du fût ressort. Et parce qu'elle est très contente de vous voir. Et en fait, ça introduit une petite fragilité au niveau de l'optique. Et celle qu'on a à la rédaction qui nous sert énormément pour le packshot, malheureusement, elle a dû faire un retour atelier justement à cause de cette petite fragilité qui est là. Mais en dehors de ça et en dehors de petites aberrations chromatiques, c'est vraiment une excellente optique. Et donc, tu as raison tout à fait de la citer. Mais on a le même défaut sur le Sigma 70 macro. C'est pas faux. Mais lui, je l'ai pas cité. Je l'ai pas cité pour ça. Je l'aime moins. Ça. Mais là, c'est bien de faire la pub pour le BF et pas pour celui-là, justement. Allez, monture X. Alors, la monture X, moi, je risque d'être un peu violent et je suis désolé, mais je ne conseille pas les optiques macro X, en fait. Le 60 mm m'a toujours énormément déçu et le 80 mm, je le trouve un peu pénible à utiliser. Donc là, ok, on disait qu'il fallait peut-être refaire le 50-140, mais non, en priorité, il vaut mieux refaire là, les objectifs macro. Le 30 mm f2.8, tu l'aimes pas en macro ?
Non plus, je Il est trouve. sorti en toute discrétion, mais Oui. Ben, justement, en toute discrétion, et justement, ils font de la pub pour leurs boîtiers qui n'ont pas les stocks, hein, bien sûr. Mais non, mais après, le 30 macro, là, je vois pas trop l'intérêt. Enfin, du moins, je parle dans le parc optique Mhm. existant de chez Fujifilm. Et surtout, comme on a déjà une ergonomie de boîtier fin, de boîtier assez typé argentique, allons plutôt sur les Laowa. Prenons les 65, les 100 et tous ces objectifs-là qui sont, à mon avis, bien plus intéressants pour les montures X. Bah, tu citais l'AOA, moi le 65 mm f2.8, juste énorme coup de cœur. Donc je l'avais testé en 2020 ou 2021, voilà, mais j'adore. Oui, mais je ferais quand même une incursion du côté du 80 mm f2.8, mais alors pour rejoindre Mathieu, pas forcément sur du XT, mais plus sur du XH. Je trouve que Oui. le gabarit de l'optique va de pair avec ces boîtiers-là et les résultats sont tout bonnement exceptionnels. Allez, monture L, Jean-Nicolas. En monture L, et on voit bien, il y a le Panasonic qui a sorti un 100 mm macro qui est tout à fait convaincant, en F2.8, plus d'être archi compact. Donc vraiment bien joué de ce côté-là. Et puis après, on retrouve les Sigma qu'on a mentionné tout à l'heure, donc le 105 mm macro. Franchement, moi je l'aime beaucoup et je l'aime toujours autant. Et qui a la particularité, comme le modèle Sony, d'être compatible avec les convertisseurs, Oui, c'est vrai. mais seulement en en monture monture L. L. Oui, ça c'est vrai, tu as tout à fait raison. Et d'ailleurs, ce 100 mm macro, je confirme, il est vraiment excellent. Il a une mise au point minimale qui est extrêmement étonnant. Tu parles duquel, du Lumix ou du Alors, Sigma, c'est 105. oui, excusez-moi, le Panasonic 100 mm. Donc pour le Panasonic 100 mm, oui, je le trouve quand même assez époustouflant. Nous, on l'utilise régulièrement au magasin pour toutes les reproductions de diapos, Oui. certains types de films un peu complexes. Et justement, on utilise les performances des boîtiers L pour faire la reproduction de ces images-là. Néanmoins, je trouve quand même que la respiration, le mouvement des mises au point est assez, par contre, prononcé sur celui-ci. J'ai pas l'impression que sur les autres macros, ce soit aussi prononcé. Donc, c'est vrai que la mise au point, il va falloir prendre un peu son temps. Pour terminer, le micro 4 tiers. Alors, micro 4 tiers, je n'en citerai qu'une seule, tout simplement. C'est l'OM System 90 mm f3.5 macro IS Pro. Alors, évidemment, c'est pas une optique compacte. Vous n'allez pas monter ça sur un Helix 100, par exemple, c'est sûr, parce qu'il y a 18 éléments répartis en 13 groupes. C'est beau, n'est-ce pas? Mais franchement, c'est une optique qui est assez incroyable. Et si vous êtes sérieux sur la macro et que vous êtes en micro 4 tiers, franchement, allez-y, mais directement. Et alors, je rejoins Jean-Nicolas là-dessus. C'est vraiment l'optique à avoir quand on a un micro 4 tiers, mais pareil, oui, sous condition d'avoir quand même des beaux boîtiers. Il ne faut pas faire l'impasse sur le 60 mm de 8, moi qui reste quand même mon petit préféré parce qu'il est quand même tout petit, tout compact. Ayez pas peur de plutôt l'utiliser en mise au point manuelle parce que l'autofocus est vieillissant et très 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 patinant. Bon, allez, on conclut là-dessus. Merci à vous deux pour ces très belles sélections produits.